Je te laisse la parole. Oui, alors déjà, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Vervy, je suis et agriculteur et responsable d'une start-up qui s'appelle Wheezy Farm et le président de l'association de start-up Co-Farming. Et en fait, le début de cette histoire, c'est une conversation par mail avec Thierry. Et Thierry, vous savez, il a écrit un petit bouquin. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, il est ici, hein, et il le dédicace très très bien. Et il échangeait, il voulait des idées pour dire tiens, il n'y a plus de salon et tout, comment je vais faire la promotion de mon bouquin. Alors on a balancé une paire d'idées, et puis dans les idées, on avait échangé l'idée de dire bah t'as qu'à faire un tour de France en tracteur, là tu feras la promotion de ça. Et puis bon, ça en est arrêté là. Et un jour, Thierry a rappelé en disant non mais c'était peut-être pas bête cette histoire. Pourquoi on le ferait pas ensemble entre toi, Thierry, la star internationale des youtubeurs, et nous, l'association de start-up qui aime bien justement aller au contact des agriculteurs. Et comme il n'y avait plus de salon, bah nous on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se résigne? Est-ce qu'on bouge plus? Est-ce qu'on fait plus rien à cause du Covid? Ou au contraire, est-ce qu'on montre quand il y a une difficulté, qu'on arrive à la contourner? Et c'est tout, il faut trouver une autre façon d'aller sur le terrain. Donc c'est comme ça qu'on a initié ce projet. Voilà, ouais, c'est vrai qu'on c'est parti d'une idée toute bête et puis j'ai appris à découvrir le co-farming. Alors j'ai l'habitude de travailler aussi en co avec beaucoup d'autres agriculteurs. Je l'avais jamais fait avec une association de start-up, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Et notre deuxième périple, j'allais dire, commence bien ici sous le soleil. Même en Bretagne, on a eu du soleil. Donc on va pas se plaindre. Et puis des conditions qui s'améliorent de mois en mois. Donc ça va, on sort tout doucement du Covid. On va pouvoir avoir... Déjà là, on a un peu plus de monde qu'on avait eu au premier tour, mais en tout cas, on met sur les réseaux pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà. Je peux dire deux mots de ce que fait le co-farming quand même. Ouais, je sais pas, ça vous intéresse ou pas? Si. Vous êtes d'accord? Si. Voici le foule en délire réclame. Bon, ça va, il y a des doigts vers le haut, donc on va faire. L'association Co-Farming, elle est très bien ici. Alors, on est déjà venu, Mathieu nous avait déjà accueillis il y a quelques mois. Donc, c'est une association de maintenant pratiquement 25 startups. Alors, les jeunes, vous pouvez y aller dans les startups, vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous allez prendre de l'expérience et vous allez pouvoir rebondir après, même si ça coule, c'est pas grave, c'est la vie. Donc, on est une association de startups. Ce qui nous réunit, c'est de vouloir essayer de faire progresser les agriculteurs en mettant tout ce qui est cette dimension un peu collaborative. On croit à la force en fait du mélange des cerveaux pour être plus fort sur plein de sujets. Et donc on fait trois choses dans cette association. Un, on apprend à grandir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des startups plus ou moins matures qui sont dedans, donc on partage de l'expérience pour éviter qu'il y en a qui se cassent la binette trop vite. Deux, on amène les projecteurs ensemble sur nous, parce que voilà, sortir et se faire connaître, et c'est des points que vous allez aborder dans la table ronde, se faire connaître quand on est une start-up parmi toutes les start-up qui naissent toutes les semaines, bah, c'est pas si évident. Et puis le troisième point, on aime bien labourer les cerveaux ensemble, parce qu'en fait, derrière des idées de start-up, il y a souvent une approche un peu différente de la façon de réfléchir à tel ou tel sujet. Si vous décidez de faire le Tour de France avec Blablacar, c'est vrai qu'au départ, vous savez bien qu'il y a bien eu des appréhensions. Et par exemple, vous les jeunes, vos parents, ils se sont peut-être dit au départ, oh là là, ils vont quand même pas partir avec des inconnus. Bon voilà, il y a un petit travail psychologique. C'est pareil pour les agriculteurs, même quand on amène des petites innovations, c'est quand même à expliquer. Et du coup, c'est ce qu'on souhaite faire avec l'association Co-Farming. Et on le fait dans des événements comme, ou des opérations comme les Tontons Farmers, qui est un podcast que je vous invite à écouter. Et puis pour arriver à se faire voir ensemble, eh ben c'est l'origine, c'est l'occasion de le faire avec le Co-Farming Tour. Et donc dans ce Co-Farming Tour, ce qui nous intéressait, c'est d'aller au contact des agriculteurs pour voir des agriculteurs qui innovent aujourd'hui et demain, parce que des fois on a l'impression que l'agriculture dans les journaux c'est un peu rétrograde, ou on a une image d'Épinal, donc ça innove déjà aujourd'hui. Et l'idée, c'est de véhiculer cette image-là auprès du grand public, auprès des étudiants et même auprès des autres agriculteurs en disant, vous avez vu, vous avez un copain qui a fait ça, peut-être que ça peut vous inspirer pour faire aussi des choses chez vous. Voilà. C'est bien parce qu'ils ont copié à l'agriculture, parce qu'ils sont dans le milieu de l'agriculture, ce qu'on sait faire depuis longtemps, c'est-à-dire travailler ensemble, grandir ensemble et puis avancer ensemble. Ah ouais. Bon, et ben on va pouvoir démarrer la table ronde. Allez, merci Jean-Baptiste. C'est toi qui officie. Hein. C'est moi qui officie. Alors, j'ai pas pris de papier, on va voir si ça marche. Je sais que je reçois 4 startups et puis un représentant ici de l'AgTech. Alors j'ai de la chance parce que j'ai 2 Martins. Donc déjà ça me fait gagner un peu de temps et puis de mémoire. Vu qu'il y en a un qui s'avance, on va voilà, monsieur Martin Ducroquet de Sencrop. Vas-y, tu peux t'installer.
Tu auras la chance aussi de mettre un peu de gel chacha pour éviter, voilà, en se passant le micro, de filer d'autres choses. On a Martin aussi, donc que je me trompe pas, c'est marqué là, Nectargo. Voilà. On aura l'occasion de les présenter un petit peu plus après. Ensuite, on a Léon de chez Osiris. C'est ça, je me trompe pas. Hein. On a Cédric, donc de chez Agricoli. Ouais, non, vous pouvez applaudir hein, quand ils arrivent. Hein. Ah, quand même. Alors j'aurais dû attendre Mathieu, et on a Mathieu de Ratec, voilà. D'après une récente enquête, se taper dans les mains, ça permet d'évacuer le Covid. Donc vous pouvez le faire souvent, ça peut faire du bien. Voilà. Bon, alors merci d'être présent. Vous aurez l'occasion de vous présenter un petit peu quand on vous donnera le micro ou quand vous le prendrez, vu qu'il est juste là. Donc cette table ronde a pour nom Oser la tech en agriculture. Et moi je me suis dit, on peut l'oser de façon différente. Il y a une façon qui m'intéresse directement, c'est celle qui concerne les agriculteurs. Parce que l'agriculture avance aussi, mais parfois a des freins vis-à-vis de la technologie. Et donc on va essayer de poser un peu la question auprès de nos intervenants, de savoir comment eux ont essayé de limiter ces freins, de les lever. Et puis il y a aussi un frein qu'on a vu donc, avec l'école qui nous a dit aussi, les jeunes osent peut-être pas rentrer dans des métiers, dans des startups, dans des boîtes qui sont peut-être pas aussi stables, aussi grandes, aussi prestigieuses que d'autres. Donc comment et pourquoi ils pourraient rentrer chez eux et quel est l'intérêt ou oser tout simplement partir aussi dans l'entrepreneuriat directement. Donc vu que Cédric, tu as le micro près de toi, voilà, on va déjà l'essayer. Normalement il fonctionne, non ? 1, 2. 1, 2, ouais, normalement. Oui, alors tu le laisses pas très loin du menton, comme ça marche bien. Alors déjà, tu peux présenter un petit peu ta structure. Alors, pour donner quelques détails, d'après ce que j'ai compris, vous permettez à des grandes entreprises qui font de la vente à distance de livrer des gros colis, par exemple comme ceci, auprès de personnes qui n'ont pas forcément l'accès chez eux. C'est vrai que quand vous livrez un petit colis, mettre dans la boîte aux lettres, ça va. Mais quand il s'agit de prendre une palette et de la mettre devant la porte de l'habitant, c'est un peu plus compliqué. Une machine à laver ou quelque chose comme ça. Et donc, vous avez proposé, à la fois à des structures comme celle-là et puis à des agriculteurs, de pouvoir faire l'intermédiaire. C'est un peu un relais colis en dépôt. Voilà. Est-ce que j'ai bien défini la chose ? C'est pas mal pitché. En fait, Agricoli, on crée des relais colis dans les fermes pour la distribution de produits lourds et volumineux. En résumé, vous commandez une machine à laver, par exemple, sur un site comme Cdiscount, et vous allez la chercher à côté de chez vous, chez un agriculteur qui sera rémunéré pour cette activité. Et donc ça permet aussi aux agriculteurs de gagner un petit peu parce qu'il y a un intérêt économique forcément pour l'agriculteur qui se consacre à ça. Exactement. Et aujourd'hui, on a plus de 200 fermes en France et on va monter à un réseau de 400 d'ici la fin de l'année. Ok, merci. Bon allez, on continue un tour de table pour qu'on soit exactement au courant de tout le monde. On va faire rapide. Hein. Voilà. Alors, je te demande de te présenter aussi et puis de dire exactement ce que tu fais au niveau de ton entreprise. Ouais, ça marche. Donc je m'appelle Léon Guyard, je suis cofondateur de Osiris Agriculture. Donc Osiris Agriculture, c'est une start-up qui a pour ambition de créer un service robotique pour les cultures d'industrie européenne. Et donc aujourd'hui, je vais plus vous parler d'irrigation de la pomme de terre parce que c'est sur ce segment qu'on a attaqué. Donc il faut savoir que la pomme de terre, c'est une culture qui permet d'apporter de la rentabilité aux fermes des Hauts-de-France et même aux fermes en France en général. Sauf que l'agriculture, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Ça demande du temps à l'agriculteur parce que c'est environ 360 heures qu'il va passer entre mai et août à manipuler des canons enrouleurs, donc juste à déplacer des canons enrouleurs pour l'irrigation. Surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Exactement. Faut peut-être pas l'utiliser justement pendant ces températures-là, mais bon. Ouais, peut-être. Et souvent les agriculteurs, j'en ai parlé avec toi, ils disent que c'est leur deuxième métier, parce que c'est un métier qu'ils doivent faire en plus. L'irrigation, c'est un deuxième métier, clairement oui, et ça se passe souvent en plus à des horaires pas forcément évidents. Donc voilà. C'est vrai que quand tu m'as parlé de cette idée-là, de ce projet-là, de robotiser un petit peu cette contrainte, cette corvée, pour pas dire autre chose, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est vrai. Voilà, et en plus de ça, il faut savoir que pour 150 grammes de frites, d'une pomme de terre, donc une portion de frites, c'est 7 litres d'eau qui sont déposés dans le champ pour l'irrigation à un moment où la ressource en eau est la moins disponible. Où est la sécurité ? Donc il y a vraiment un enjeu. Donc c'est pour ça que nous, chez Osiris Agriculture, on veut développer un robot qui va être capable de se déplacer dans le champ, donc il va être guidé au GPS RTK, il va utiliser des technologies, il va valoriser des technologies qui existent déjà comme les canons enrouleurs, les rampes.
il va être bardé de capteurs et il va être capable de déposer exactement la bonne dose d'eau au bon endroit dans un champ de pommes de terre. Et donc, il va être capable d'automatiser l'irrigation dans un premier temps, puis dans un second temps, tout ce qui est protection de culture, désherbage, fertilisation. Ok, bah merci pour cette présentation. Alors Mathieu, tu dois connaître un petit peu cette entreprise-là parce que toi, tu t'occupes d'accompagner au sein de Ratec, donc des entreprises, des petites pousses comme on dit, pour les faire grandir et pourquoi pas devenir aussi grandes que celles qui sont arrivées ici en bout de table. Il y a quelques années d'ailleurs, alors ce qui est assez frappant en fait au niveau de la table ronde, c'est que chacun a une maturité au niveau de l'accompagnement qui fait écho à l'histoire de Ratechnologie et qui fait aussi écho à ici l'Actech. Donc nous, c'est Euratechnologie. Notre métier, c'est d'accompagner les femmes et les hommes qui veulent entreprendre dans la tech. Donc c'est la spécificité d'Euratechnologie. Et justement, on a décidé en 2018, enfin un petit peu avant, même en 2016, de travailler sur une verticale qui était dédiée à l'agriculture. Et aussi en raison des réussites qu'on a pu constater, je pense notamment à Syncrop. Donc voilà, on a détecté assez rapidement qu'il y avait une traction très importante et un besoin important au niveau du monde agricole et au-delà de l'agroalimentaire. Et on a créé spécifiquement en collaboration avec la mairie de Willems, dont les représentants sont là aujourd'hui, un site qui est dédié à l'accompagnement. J'en parlerai après, la typologie des personnes qui sont accompagnées, c'est un petit peu changé avec le temps. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui pense que l'entrepreneur de la start-up, c'est le gars avec les baskets qui pense à lever des millions et puis de revendre. C'est plus vraiment ça, et c'est pas du tout ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est avant tout du pragmatisme, et puis surtout la mise en réseau et la capacité d'accueillir ceux qui veulent entreprendre et de les mettre en cluster, en réseau, avec des bons partenaires, des clients, un accompagnement qui fait qu'on rompt la solitude. Et je pense qu'avant tout, aujourd'hui, l'accompagnement d'Euratechnologie, c'est ça. Ben merci, on en reparlera dans la deuxième partie de cette table ronde. Donc Martin, tu peux nous présenter un peu Nectargo. Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps l'idée, pas plus tard qu'hier, mais j'ai trouvé très intéressante, donc vas-y. Merci, bonjour à tous. Moi je m'appelle Martin Penel, donc je suis le fondateur de ce projet Nectargo. Donc nous chez Nectargo, on facilite les ventes directes des producteurs auprès des commerçants locaux, donc c'est une solution de circuit court. Concrètement, le service qu'on apporte aux agriculteurs, c'est une application dans laquelle ils vont retrouver une communauté en fait, de commerçants et de partenaires locaux qui vont pouvoir du coup concrètement via cette application rencontrer le chef de rayon, la personne qui les intéresse pour vendre mieux leurs produits à l'échelle locale. Donc c'est un réseau social de ce point de vue-là. Et puis l'agriculteur va aussi pouvoir recevoir ses commandes de manière sécurisée dans cet outil. Il va également bénéficier de solutions pour réduire ses coûts de livraison. Il faut bien comprendre que sur les circuits courts, le principal frein, c'est la livraison. C'est ça qui est compliqué pour les producteurs qui ont déjà un métier d'agriculteur qui est hyper chronophage. De rajouter des heures de trajet, c'est compliqué. Donc nous, on veut les aider à mutualiser leur logistique pour gagner du temps et gagner de l'argent entre eux sur la livraison des magasins. Et puis on les aide aussi sur la communication auprès des commerçants et des clients finaux, sur la gestion de leurs invendus, etc. Donc c'est vraiment la solution tout en un pour faciliter leur vente en direct auprès des commerçants locaux et diversifier leurs revenus et reprendre la main sur la valeur de leurs produits, quoi. Voilà, donc aujourd'hui Nectargo c'est une jeune pousse, on est en train de se lancer, de sortir de terre, pour reprendre la métaphore agricole, et là on lance le service cet été, et les agriculteurs qui souhaitent s'inscrire avant fin juillet bénéficient de 3 mois gratuits pour les gens qui vont s'inscrire avant fin juillet sur l'application. La promo va pas durer apparemment. Ok, bah merci pour cette présentation. J'allais dire connecting au niveau de la vente directe, quoi. Cette idée de connexion me plaît bien en tout cas. Ouais, connexion et en insistant sur la notion de relations humaines et personnelles. C'est-à-dire que c'est le circuit court, les chefs de rayon comme les producteurs, ils le font pour le lien humain que ça génère en fait, pour avoir cet accès direct à leur interlocuteur et in fine au consommateur final. Donc nous, Nectargo, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi, mais c'est une solution pour développer l'humain et surtout pas pour le remplacer. C'est vraiment important pour nous et c'est ce qu'on s'efforce de faire à toutes les étapes de la solution. Donner des moyens à l'humain de se connecter, mais aussi de se rencontrer. On en a bien besoin en ce moment en plus. Allez, on repasse à notre deuxième Martin de la journée, alors qui est aussi l'une des entreprises les plus rayonnantes, on va dire, du secteur. On va dire qu'elle a démarré il y a quelques temps déjà, et puis elle a une belle avancée. On voit que ça progresse encore. Honnêtement, quand j'ai vu la première fois qu'on parlait de pluviomètre connecté,
J'ai dit je veux bien, mais c'est un petit peu simple. Mais pour finir, c'est pas si simple que ça du tout. C'est quand même très complexe et c'est surtout le premier outil que l'agriculteur utilise. On présente un petit peu la structure, à quoi vous en êtes actuellement, parce que vous avez un sacré développement. Oui, donc bonjour tout le monde, Martin de Croquet. Donc en effet, Sencrop est né il y a 5 ans. Donc au moment où en effet Aura Technologies a commencé à créer une verticale sur l'agro. Nous on a démarré avec Michael Brugnot sur en effet grâce à des réseaux de télécommunications. Des réseaux de télécommunications qui ont commencé à émerger en Europe, en France d'abord et en Europe, qui sont les réseaux bas débit, ce qu'on appelle la 0G de manière vulgarisée. Et grâce à ces réseaux, donc à des innovations qui ont lieu avant nous, on a pu créer Sencrop. Donc Sencrop, en fait, on a développé une application qui permet aux agriculteurs en effet d'accéder à la météo ultra locale, la plus locale possible, grâce à des capteurs qu'ils ont dans leur champ. Et aujourd'hui, donc c'est une communauté de 15 000 agriculteurs. On est présent vraiment dans 6 pays d'Europe. On a des capteurs dans 26 pays, mais 6 pays d'Europe de l'Ouest, notamment des filières pommes de terre que vous connaissez bien et qu'on connaît bien dans la région, mais plus globalement, voilà, sur toutes les verticales, agriculture, viticulture, arboriculture, où on permet aux agriculteurs, en mode très collaboratif, d'accéder à leurs points de données dans leur parcelle, mais également en lien avec leur COP, en lien avec leurs groupements locaux, de pouvoir se créer des communautés d'échange de données agrométéo pour conduire leurs travaux, savoir quand est-ce qu'ils doivent intervenir dans les meilleures conditions, réduire leur impact environnemental, donc vraiment d'accompagner la digitalisation et la transition agroécologique. On est l'un des vecteurs, on est un vecteur qui permet d'avoir des gros effets leviers avec beaucoup d'autres sociétés qui nous environnent. C'est vrai qu'au départ, ça paraît simple, ça paraît évident, et puis on se rend compte au fur et à mesure que les connexions possibles sont immenses et que la connexion avec les agriculteurs peut être importante, avec d'autres réseaux dont on a des besoins. Je pense à Mileos, je pense à où il faut des bases saines, sûres et puis efficaces pour avoir les meilleurs conseils possibles. Et c'est vrai que là, vous avez réussi. Alors, je ne vais pas dire que c'était peut-être plus simple parce qu'un pluviomètre pour un agriculteur, c'est quelque chose qu'il utilise au quotidien depuis longtemps. La météo, c'est la première connexion des agriculteurs sur Internet, clairement. Donc, c'est forcément quelque chose qui était a priori bien lancé. Mais pour autant, c'est pas si efficace, c'est pas si évident que ça de rendre accessible facilement. Comment vous avez réussi, pour entrer vraiment dans la table ronde, à rendre accessible, simple, et est-ce que c'est si simple que ça de rendre accessible, j'allais dire, de la météo pour des agriculteurs ? Alors, comment on a rendu ça accessible ? Déjà, je pense que le produit doit être très simple. Alors, faire simple, c'est compliqué, mais faire simple, donc c'est non seulement un produit sur le matériel lui-même qui est facile d'usage, que l'agriculteur peut s'approprier. Alors nous, on a la chance, l'agrométéo est le plus vieux maître manuel, il existe depuis des décennies, quand c'est pas d'ailleurs le grand-père ou le père qui note dans le calepin ce qui se passait. Donc quelque part, l'usage existait, on l'a digitalisé totalement. Les agriculteurs sont des gros consommateurs de météo, de sites météo de prévision. Nous, on allie aussi bien l'observation grâce à des capteurs que la prévision de ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc usage simple, une interface utilisateur très simple. Ensuite, ce qui nous a aidé, c'est d'être... ce qui facilite l'adoption, c'est aussi d'être très focus. On a très vite choisi quelques cultures, notamment la pomme de terre ici dans la région, qui est un vecteur, de ne pas se disperser, d'être vraiment... d'essayer déjà d'animer une sous-communauté. Le marché agricole, c'est plein de marchés en fait. Il n'y a pas un agriculteur, il y a un viticulteur, il y a des patatiers, des gens qui font du maïs, etc. Donc l'adoption est permise aussi par le fait d'être très focus sur des communautés. Après, il y a le côté collaboratif, alors qui fait très écho au co-farming. On parle de collaboration. Nous, l'interface, on l'a conçue aussi en mode un peu Waze, où l'agriculteur va non seulement il va venir chez nous pour voir ce qui se passe dans son champ, sur son capteur, mais aussi ce qui se passe à 5 ou 10 km, soit parce qu'il a une parcelle éloignée. Donc le collaboratif nous aide dans l'adoption, dans le fait où on a des communautés, un syndicat de viticole ou une appellation d'origine contrôlée de Pomerol va pousser à ces 800 agriculteurs en un clic le fait de pouvoir se connecter à l'application et de voir les 3, 4 ou les 10 stations qu'il y a sur le territoire. Donc l'adoption se fait aussi par le collaboratif, donc ce qui n'aurait pas existé sans la tech. Et puis après, ça se fait aussi grâce à une équipe qui est, c'est vrai que les startups, on en parlait tout à l'heure sur le côté humain, mais qui est vraiment avec une mission forte, qui est dédiée, donc avec des gens qui sont très impliqués. Et c'est l'humain aussi qui permet de le faire. C'est vrai que ça paraît simple, mais en même temps de pouvoir se connecter. Je vois, nous on est en CUMA, on a des pluviomètres connectés. Alors on a un pluviomètre simple aussi, c'est les gens qui regardent et qui envoient par message moi il n'y a plus autant, moi il n'y a plus autant, moi il n'y a plus autant. Mais moi avec l'application que j'ai avec Sencrop, c'est vrai que je peux le voir aussi. Puis je peux aller voir aussi ce que mon voisin, s'il n'y a plus beaucoup chez lui, être jaloux un petit peu ou pas. Mais en tout cas, c'est sympa d'arriver à voir ces trucs-là. Et plus, j'allais dire, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de connexions aussi.
aussi que vous avez pu faire au fur et à mesure avec des modèles, avec des technologies, et vous les avez rendues aussi plus accessibles, plus précises et vraiment précises à la parcelle. C'est ce qu'on recherche maintenant. Par rapport à des conditions météo qui bougent de plus en plus et qui peuvent être aléatoires d'une parcelle à une autre, quoi. Alors c'est vrai que la transition agroécologique, agro-environnementale pousse à ça, et donc quelque part à l'interconnexion des objets. Donc ça c'est aussi un vecteur un terreau fertile qui nous aide. C'est-à-dire que là où il y a 15 ans c'était pas le cas, aujourd'hui les outils communiquent entre eux. Il y a de plus en plus d'interconnexion via des API, donc on alimente des outils de la décision, de prédiction de maladies, dont l'une des données clés c'est l'agrométéo. On peut alimenter des outils de traçabilité, on peut alimenter des outils de gestion parcellaire que les agriculteurs consultent par ailleurs pour éviter les doubles saisies. Donc plus on interconnecte, donc ça c'est aussi un sujet qui les uns s'aident en fait. On s'aide les uns les autres, et donc l'écosystème se met en place en crantant quelque part, en étant chacun en connexion, en étant dépendant les uns des autres. Et donc quand tout le monde pousse dans le même sens, ça aide à l'adoption. Ok, bah très bien, merci beaucoup. Alors je voudrais savoir si vous êtes endormi ou si vous connaissiez aussi Sencrop jusqu'à maintenant. Qui connaît Sencrop ? Bon, apparemment il y a un peu de monde. Bon, allez, on va prendre le micro puis on va changer. Qui est-ce qui connaît Agricoli ? Oh là là, mais tout le monde connaît, ma parole, c'est extraordinaire. Alors Agricoli, c'est sorti de l'idée, voilà, de faire rencontrer aussi de la tech quelque part, parce que c'est souvent des outils de tech où ça peut en être tout au moins, avec un grand public. Mais comment vous avez rendu plus simple à l'agriculteur qui doit faire une livraison où ça doit être certainement bien enregistré? J'imagine que sur un colis, vous avez toujours un code barre, vous devez enregistrer la livraison, qui l'a reçu, à quelle heure. Tout ça, c'est hyper important parce que sinon, vous ne savez pas qui a reçu le colis et si c'est bien la bonne personne. Comment vous avez rendu ça simple pour l'agriculteur et accessible ? Alors, très bonne question. Je vais revenir juste sur ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est qu'il faut faire accepter pour certains une nouvelle façon de travailler ou un nouveau métier. Pour nous, chez Agricoli, c'est de faire accepter qu'un agriculteur peut faire autre chose que de produire, c'est-à-dire peut-être utiliser ses moyens disponibles, donc un espace de stockage, un moyen de manutention, et un peu de son temps pour faire une autre activité et avoir un revenu complémentaire. Donc pour ça, on a dû faire deux choses. C'est réduire le temps que va passer l'agriculteur pour faire notre activité. Donc tout se passe avec le téléphone. On a développé une application mobile. Et en gros, depuis son téléphone, il sait la veille, ok, demain je vais recevoir tant de colis de telle plateforme web. Et donc depuis, je vais les scanner et je vais avoir toute la traçabilité du colis grâce à mon téléphone. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on sait qu'il y a souvent plusieurs personnes sur la ferme. Et donc les relais sont ouverts généralement le soir, 17h, 19h. Et ben, quelle que soit la personne qui est dans la ferme, il suffit qu'il ait l'appli dans sa poche. Quelqu'un vient chercher son colis. Ah, Madame Dupont, ok, je scanne votre QR code, je scanne votre colis, est-ce que vous pouvez signer? Bon, en ce moment on ne signe pas, mais... Et après, en gros, ça se fait en quelques secondes. Donc l'objectif, c'était vraiment de réduire l'impact de cette activité complémentaire sur l'activité de la ferme. Sinon, ça n'aurait pas été accepté. On dit, ouais, attends, je ne peux pas être disponible tout le temps. Juste pour conclure, par exemple, les camions les agriculteurs réceptionnent une fois par semaine, 2 fois par semaine, donc ce qui est peu, plus le soir où donner les colis. Et on parlait tout à l'heure d'accompagnement, l'importance de l'accompagnement sur ces activités-là. Est-ce que c'est une grosse part aussi, tout au moins au démarrage, d'arriver à comprendre? Alors je sais que vous avez des personnes qui se baladent de ferme en ferme pour aller présenter, essayer de trouver des alors on l'a assez exploitations. optimisé, c'est-à-dire que les agriculteurs s'enregistrent sur notre plateforme pour se dire je suis intéressé, j'ai besoin d'en savoir plus. Après on fait un pré-audit pour dire ok, dans une zone où j'ai besoin d'un relais. Après, on va les auditer, donc c'est-à-dire on va les rencontrer, et c'est là on a le feeling, c'est-à-dire est-ce que l'agriculteur, ok, il a de l'espace pour réceptionner, le camion on peut réceptionner un spire mort, donc ça c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est lui, est-ce qu'il a envie de faire ça? Est-ce qu'il va avoir du temps? S'il est déjà surchargé, c'est même pas la peine. Non, mais tu as déjà trop de travail, donc tu vas pas en faire plus. Donc c'est d'arriver à évaluer le fait que la personne est intéressée et qu'elle aura un petit peu de temps consacré sur cette action. Et ensuite, tout est assez intuitif. Donc notre valeur ajoutée, c'était de développer une application, quel que soit, on dirait, l'âge de l'agriculteur, même s'il n'était pas user-friendly sur un smartphone. T'inquiète, je t'en prête un. Tu vas voir en une demi-heure où tu sais l'utiliser tout seul. Et si tu cliques sur le mauvais bouton, ça va dire que tu n'as pas cliqué sur le bon bouton, donc refais-le. Donc ça marche, parce qu'on a...
on va dire, j'allais dire de 7 à 77 ans, mais les enfants n'ont pas le droit de travailler, mais par contre, les plus âgés, oui. Donc il fallait faire quelque chose d'accessible, et après, il y a toute l'équipe ici sur Roubaix, donc, pour répondre aux questions et les accompagner. Ok, donc un gros travail j'allais dire en amont pour pouvoir aussi rendre ça humain, facile. La technologie est un outil, mais c'est d'abord aussi la connexion avec les gens et puis la vérification que ça colle avec les besoins, les envies de l'agriculteur aussi, quoi. Exactement, alors c'est très flexible, hein. Les agriculteurs, on en a très peu qui partent, mais s'ils partent et donnent un coup de fil, tu reçois ton dernier camion, je te désactive et c'est fini. Donc c'est une question de confiance. Et la deuxième chose, c'est une question de lien. En fait, on se rend compte que quand ils nous appellent quelquefois, c'est juste pour avoir le sourire de nos assistantes et d'avoir, c'est vraiment ça, hein, j'appelle. En fait, je veux te raconter ma journée. C'est pour ça que vous avez embauché Paula, alors c'est ça, pour exactement, le sourire. Exactement, Paula, c'est toute l'équipe. En fait, l'idée, on se rend compte que beaucoup d'agriculteurs sont seuls, quoi qu'on dise. Et donc de rencontrer ses voisins le soir qui viennent chercher leur colis, parce que généralement c'est des gens qui sont à 5-10 km en moyenne, hein. Et d'avoir quelqu'un au téléphone quand on a une question. Mais en fait, c'est important pour eux. Non, mais c'est vrai que je pense que ça a un rôle aussi. Alors quand on parle de connecter le grand public avec l'agriculture, c'est aussi un moyen de connecter le grand public avec l'agriculture. C'est autre chose que de la vente directe, même s'il y a beaucoup de vente directe aussi chez vos producteurs, hein, chez vos agriculteurs en général. Pour pas monopoliser, mais je conclurai sur le fait que tout au début, en 2018, quand on a intégré Euratex, j'avais commencé de contacter moi-même les agriculteurs. Alors ce qui est dur, hein, parce que je veux te vendre quelque chose, mais moi je veux pas te le vendre. Je veux te donner un truc qui va te permettre de gagner de l'argent, mais ça coûte que du temps et tes moyens. C'est pas possible, ça marche. Donc au début c'était un peu peur, mais les gens ils ont eu ils étaient un peu réticents. Mais après, quand on a expliqué, ils nous disent ouais, moi ce qui m'intéresse dans l'agricolis, c'est mon droit à la parole. Alors ça va un peu mieux, hein, sur l'agribashing, mais en 2017, 2018, c'était compliqué. Et ce qu'ils expliquaient, c'est moi je veux que mon voisin qui est à côté, là, quand il va venir dans ma ferme, je vais pouvoir lui expliquer ce que je fais. C'est quoi mon métier. Ok, ça c'est une belle connexion. Je pense que tu peux passer le micro donc à Léon. Qui est-ce qui connaît pas Osiris? Donc tout le monde connaît Osiris. Moi, je connais pas. Bon, je pensais arriver à faire lever autant de mains, ça faisait un équilibre, mais bon, a priori, ils te connaissent, donc tant mieux. Vas-y, alors dis-nous un petit peu, toi, comment tu penses aussi pouvoir faire accepter des robots qui vont remplacer, j'allais dire, le travail de l'agriculteur. Alors, tu m'avais posé la question, tu me dis, ouais, mais l'irrigation, peut-être que les gens vont pas oser le lâcher. Enfin, pour moi, s'il y a bien quelque chose qu'on veut bien lâcher, c'est si ça fonctionne. De lâcher l'irrigation, honnêtement, moi, ça me dérange pas, hein. Si je trouve quelqu'un qui le fait à ma place, c'est tout bon, hein. Donc, voilà, mais comment vous, dans l'entreprise, vous réfléchissez à ça, à cette acceptabilité de robots, voilà, qui n'est pas toujours évidente non plus, hein. Bien sûr, en fait l'irrigation c'est quelque chose qui est très stratégique, c'était pour ça que je t'avais posé cette question. Et donc nous, chez Osiris, on pense faire accepter les robots via notre modèle, parce qu'on a un modèle qui est un peu différent d'un modèle de vente, on a un modèle de service, ça veut dire qu'on ne veut pas vendre directement les robots aux agriculteurs, ce qu'on veut leur proposer c'est une prestation de service. Donc concrètement, je vais vous expliquer comment ça se passe. On va aller les voir en janvier, février, mars, avant qu'ils plantent leurs pommes de terre. On va leur demander combien est-ce qu'ils ont d'hectares, combien est-ce qu'ils ont de parcelles. On va déterminer le nombre de robots qu'ils ont besoin. On va déterminer un prix à l'hectare. Une fois que tout ça est signé, on va dire à l'agriculteur qu'il va planter ses pommes de terre, il va nous appeler. On va mettre le robot dans la parcelle. On va tout préparer pour que le robot puisse opérer dans la parcelle sans problème. Une fois que c'est fait, le robot il va s'occuper tout seul de l'irrigation de mai, juin, juillet, août, sans aucune intervention humaine, ni de notre part, ni de l'agriculteur si tout se passe bien. Pendant ce temps-là, l'agriculteur, ce qu'il peut faire, c'est qu'il a un smartphone, il va avoir il peut définir ses objectifs, il va avoir le retour de données, c'est-à-dire qu'il peut être au courant s'il y a il est en lien direct avec l'outil, il n'est pas déconnecté non plus, quoi. C'est ça, en fait, l'outil peut lui dire bah, écoute, j'ai vu une tache de mildiou à cet endroit-là du champ, pense à faire un tour de plaine d'ici pas trop longtemps. Et donc ça peut aider l'agriculteur à prendre des décisions donc au fur et à mesure du temps. Et il peut très bien aussi dire au robot bah, attention, moi je vais traiter à ce moment-là, gare-toi dans un coin, et le robot va aller se mettre dans un coin. Et nous, en même temps, on va avoir le retour de données, ce qui va nous permettre d'asservir les besoins du champ en fonction de ce que le robot va déposer. Parce que comme j'ai dit, le robot en fait il va passer tous les jours. Le but c'est vraiment de déposer jour par jour la dose d'eau que la plante va avoir besoin pendant la journée.
Donc c'est vraiment de faire de la précision aussi, de rendre l'outil. Alors c'est vrai que l'avantage de l'irrigation en plein, c'est-à-dire avec un canon, comme on le fait avec un enrouleur, c'est la partie économique. Hein. La difficulté lorsqu'on veut faire du détail, il faut faire soit une rampe, soit mettre du goutte à goutte, mais ça prend plus de temps et c'est plus cher. Ça coûte plus cher. Là, c'est ce que vous allez essayer de proposer, des robots de moyenne taille, on va dire. C'est pas des grandes rampes non plus, mais ça aura l'avantage de la rampe sans en avoir forcément l'inconvénient. C'est ça. Au niveau dimension, quoi. Le but, c'est vraiment de s'adapter à des parcelles moyennes, donc entre 8 12 hectares, peut-être un peu plus s'il y a besoin. Et donc, je termine sur mon explication de tout à l'heure. Une fois que le robot a fini d'irriguer, on vient le retirer du champ, l'agriculteur, il arrache, et là, il fera son bilan. Soit il aura au moins 10% de charge en moins pour les mêmes rendements qu'avant, soit il aura 10% de rendement en plus pour les mêmes charges qu'avant. Donc vraiment, le but, c'est de faire gagner de l'argent directement à l'agriculteur. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est qu'on lui aura libéré au moins 2 heures de travail par jour, ce qui est énorme pour un agriculteur qui n'a pas forcément tout le temps. Surtout quand c'est de 5 à 6 et de 21 à 22. Quoi. Exactement. Donc vraiment, le modèle du service, ça va nous permettre de réduire le coût en capital pour les agriculteurs, de diminuer le stress du SAV, de faire en sorte que les agriculteurs ils connaissent leurs charges en début de l'année et que ça soit exactement ce qu'ils payent à la fin de l'année, d'avoir une grande visibilité sur ce qu'ils vont devoir payer. Pour nous, certes, on va avoir un coût en capital qui sera plus grand, sauf que ça va nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires récurrent et d'avoir un vrai lien avec les agriculteurs en les rencontrant plusieurs fois par an pour aller faire les contrats, pour voir comment ça se passe, pour faire le bilan avec eux et d'être toujours en lien avec ce qu'ils ont besoin, pour vraiment coller à ce qu'ont besoin les agriculteurs. Et vous, l'idée du modèle pour l'acceptabilité, c'est de dire, quelque part, on prend les risques, on vous propose une solution clé en main, vous n'êtes pas obligé d'acheter, peut-être que ça pourra se proposer, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter, donc vous pouvez essayer un nouveau modèle, un nouveau système, puis si ça ne vous convient pas, vous ne l'adoptez pas, parce que on ne sera pas non plus forcément engagé. Donc quelque part, parfois investir, j'allais dire, dans un pluviomètre à quelques centaines d'euros, c'est peut-être moins compliqué que dans des robots qui valent quand même relativement cher. Et donc cette approche-là est intéressante au niveau de l'acceptation aussi de l'agriculteur à essayer une technique. Entre guillemets, ça lui aura coûté le même prix peut-être que pour une année d'irrigation classique. Exactement. C'est un peu la promesse que vous tentez d'arriver c'est notre but, à votre but. Et donc, ça pourra sûrement être intéressant au niveau du résultat. Qu'à la fin de la première année, l'agriculteur puisse dire ok, c'est bon pour moi, j'ai gagné de l'argent, ça a été profitable pour moi, ou non, c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce qu'il me faut. Ok, merci Léon pour ça. Je vais redonner peut-être la parole à Martin. Je zappe Mathieu, mais il va reprendre la parole juste après. Donc, tout simplement pour dire, alors essayez de connecter cet ensemble de services. Il y a déjà des services qui existent peut-être indépendamment pour de la vente directe, pour des choses comme ça. Mais vous, quelque part, le fait d'essayer de connecter et de proposer des solutions, ça va être aussi quelque chose d'assez important. Comment vous essayez aussi de le rendre le plus accessible possible aux agriculteurs ? Ouais, effectivement, il y a des solutions et l'idée c'est d'apporter une solution globale en fait sur ce sujet de la vente directe aux commerçants et de pouvoir sur une plateforme disposer de toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour mieux vendre en direct auprès des commerçants. Donc moi je voudrais vraiment insister sur un point qui est essentiel, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la tech. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de compliqué. Un producteur, un agriculteur, toutes les professions ont accès à ces outils. Et ces outils, on l'a montré ici autour de la table, c'est des choses accessibles sur le téléphone, c'est des écrans hyper simples, c'est des ergonomies qui sont pensées pour que le producteur puisse naviguer facilement dedans, comprendre facilement l'outil. Donc faut dédramatiser cet aspect technologique qui peut faire un peu peur vu d'en bas. Ça, c'est le premier point. Et puis après, je pense que ce qui est important aussi de retenir, c'est que le digital n'a de sens et de valeur que si, encore une fois, il rapproche les gens. Nous, par exemple, chez Nectargo, j'ai parlé de logistique. On est en quelque sorte le Blablacar de la livraison des commerçants. Donc en fait, on va mettre en relation des producteurs entre eux. Je ne sais plus qui parlait de producteurs qui étaient parfois un peu isolés, un peu seuls. Nous, on va les mettre en relation. C'est des relations qui aujourd'hui n'existent pas et le numérique le permet. Le fait d'être branché et d'être utilisateur de ce type d'outils numériques permet de se rapprocher de ses pairs qui sont sur le territoire. On rapproche aussi le producteur de son interlocuteur, en l'occurrence un client magasin, que ce soit le chef de rayon ou le directeur de magasin, quel que soit son interlocuteur.
par des outils de communication qui sont extrêmement simples, une messagerie, la possibilité de paramétrer des messages qui vont nous remonter par mail en complément de ce qui peut arriver dans l'application, la capacité à valider la commande en un clic, plein de choses qui permettent d'échanger, d'être en communication avec ses interlocuteurs, mais uniquement au bon moment. Et quelque part, en soi, à ce niveau-là, le digital, ça permet de recentrer la relation avec son client sur ce qui compte vraiment. C'est-à-dire que de remettre du coup plutôt le sujet du produit, de la qualité de son produit au cœur de la relation, et de ne pas polluer la relation avec ses interlocuteurs clients sur des sujets administratifs et autres qui peuvent être plutôt pénibles, quoi. C'est faciliter toutes ces tâches qui Exactement. sont un peu rébarbatives pour Voilà. l'agriculteur, pour aussi l'acheteur, à un moment donné, et donc d'arriver par des outils simples, accessibles, à connecter aussi ces publics qui ne se rencontrent pas forcément souvent et qui n'ont pas l'habitude non plus forcément de travailler ensemble, sauf pour des pros du commerce, mais ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs, loin s'en faut, quoi. Oui, tout à fait. Et puis le dernier niveau, c'est aussi de les rapprocher du consommateur final, parce que aujourd'hui, les circuits courts aujourd'hui le permettent, et le numérique dans les circuits courts le permet, en automatisant par exemple pour le producteur la capacité à afficher en magasin des éléments de balisage. Le balisage, c'est ce qu'on voit dans les rayons, et aujourd'hui les commerçants ne savent pas mettre en avant les produits locaux auprès des consommateurs parce qu'ils n'ont pas ces données. Et nous, ça fait partie par exemple des fonctionnalités qu'on propose. Le producteur peut en fait construire sa PLV, son affichage magasin, et la suggérer très simplement auprès du PLV, vous connaissez sa PLV? Son affichette magasin. Bon, ça va, il a bien précisé. Le petit encart qui est affiché, que vous voyez quand vous faites vos courses. Et du coup, peut se faire connaître du consommateur final directement. Donc c'est aussi un outil de lien à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et le dernier point que je voudrais évoquer sur ce sujet de la peur qu'on peut avoir de la technologie, en réalité, je pense que tout le monde autour de la table ici dira la même chose. On ne livre pas de la tech toute seule. On est toujours, en tant que porteur de projet, on fournit un service, c'est de la tech, mais c'est aussi un accompagnement. Une équipe support qui est aux côtés des utilisateurs pour les former, pour les accompagner dans le changement, pour être à leur côté, pour que ça se passe bien, et qui prennent vraiment la valeur de ce service et du potentiel du digital sans en subir des conséquences négatives, quoi. Ok, très bien, merci. Alors, je vais demander à Mathieu de nous dire si c'est une évidence pour les entreprises qui démarrent, pour les jeunes pousses, pour les startups, qu'il soit indispensable d'accompagner les agriculteurs, ou est-ce qu'au départ, ils rêvent peut-être tous un peu tech et puis laissent tomber le côté, tout au moins dans l'idée, peut-être, laissent tomber l'idée d'accompagner. Est-ce que c'est pas en second temps, mais est-ce que vous poussez à ça, par exemple ? Si tu me colles là sur le sujet, en fait, il y a je l'ai collé, je suis content. Ouais, non, mais là, je m'y attendais pas. Bon, déjà, il y a quand même beaucoup de points communs entre des agriculteurs que je commence à connaître et les start-upers que je commence à connaître, notamment dans le milieu agri. C'est déjà la difficulté. C'est un métier qui est extrêmement difficile et ils n'ont pas l'habitude de se plaindre. En fait, tous ces porteurs de projets qu'on accompagne, c'est à l'identique. Les agriculteurs ne se plaignent pas. Ou alors de temps en temps et pour des bonnes raisons qu'on connaît, mais on est sur les mêmes valeurs. Il y a une volonté de changer les choses. Je pense que vraiment pour ceux qui ne connaissent pas le monde des startups, il faut que vous intégriez que ce sont des personnes qui ont une volonté d'apporter leurs valeurs et de changer les choses, changer le monde. Alors, ça donc ils ne sont pas là pour gagner des millions et peut-être changer le monde, peut-être gagner des millions, mais dans un sens, avec une vraie éthique. Avec de la valeur, avec du sens, et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Moi je l'ai noté au fur et à mesure des années, entre un démarrage de carrière où je voyais tout le monde travailler pour le travail, la gloire, pour un poste, une hiérarchie, etc. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce sens-là, et on se rapproche de plus en plus du monde agricole qui fait ça parce qu'il y a du sens, il y a de la valeur, et ça sert à quelque chose. Et donc en fait les startups que vous avez ici sont des personnes qui à un moment donné se sont dit il y a un problème, je veux trouver une solution. Et cette solution, alors c'est peut-être là où nous on leur fait prendre un peu de hauteur. Ça peut arriver qu'ils viennent avec une solution mais qu'ils n'ont pas encore identifié le problème. Ça arrive, mais c'est pas grave parce qu'on va retrouver le problème. Mais la plupart du temps, ils viennent parce qu'ils ont identifié un problème. Et alors, ils sont pas forcément et même rarement du milieu agricole. Donc ça, c'est très impressionnant, cette volonté d'aider les agriculteurs. Et je pense qu'on est vraiment dans ce sujet-là. C'est un métier aussi où on est en dents de scie. Il y a un moment, ça ne va pas. Ils ont le moral dans les chaussettes parce qu'ils ont du mal à se relever, à trouver une solution. Ils se rendent compte qu'il y a des coûts qui sont beaucoup plus importants que prévu. Il y a des difficultés, il y a des partenaires qui les envoient balader. Et puis, dans les coups de mou, finalement, c'est là où Euratechnologies a presque, je dirais,
toute sa valeur, c'est qu'on va être présent. J'espère que c'est le cas et qu'on est suffisamment présent auprès de vous. Et c'est dans ces moments-là qu'en fait, on accompagne, et puis le fait d'être ensemble, de se voir le soir, d'être dans un même lieu, alors là avec le Covid c'était plus compliqué, ça redonne un peu le coup de boost. Et puis dans les moments hauts, comme pour l'agricole, c'est aussi une manière de célébrer. Et célébrer seul une victoire, ça a moins de sens, moins de saveur que quand on les célèbre ensemble. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce à quoi on sert. Alors ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais je vais y répondre. Non mais je vois ça, tu es en ré politique, tu pourrais... mais en tout cas c'est une réponse très intéressante, même si ça ne répond pas tout à fait à la question. C'est vrai que quelque part faire cette similitude, parce que l'entrepreneuriat n'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est aussi un moment... Alors nous parfois agriculteurs, enfin moi je sais que je me dis mon métier c'est le plus difficile, c'est le plus compliqué, c'est le plus complexe. Je l'avais même marqué à un moment dans mon bouquin, puis il y en a qui m'ont dit Coco, arrête tes conneries, il y a beaucoup de métiers qui sont très complexes, très complet, très difficile aussi. Alors c'est vrai qu'être chef d'entreprise dans une exploitation agricole ou dans une entreprise, une start-up, quelque part ça a certainement beaucoup de similitudes, mais c'est vrai que comme tu dis, vous êtes là aussi pour accompagner, pour égayer un peu les choses, pour diriger, pour guider, enfin diriger peut-être pas, mais tout au moins guider, ou de faire attention. Peut-être que là c'est un peu compliqué, vois l'expérience des autres, rencontre un peu les autres, et puis tu apprendras aussi de tes erreurs, mais aussi peut-être de celles des autres, quoi. Peut-être aller plus vite aussi. À la base, c'est pas toujours identifié. Il y a beaucoup de dans les sondages entre guillemets qu'on peut faire, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes qui veulent se lancer ou moins jeunes. De toute façon, moi jeune, pour moi, c'est peu importe l'âge, c'est quand on démarre une start-up, qui veulent démarrer seuls, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que le fait d'être ensemble, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ils n'identifient pas tout de suite, mais c'est de plus en plus un réflexe. Si tu veux, il y a encore, je dirais, 5-6 ans, on allait créer sa start-up, on allait prendre des locaux rapidement, on se mettait dans un garage. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le réflexe. Le réflexe, c'est plutôt de regarder s'il y a des structures d'accompagnement, parce que ça aide aussi au financement. Ça aide aussi à avoir des locaux, on ne se rend pas compte, mais en termes de qualité de vie, pour une start-up, pour un projet qu'on accompagne, c'est 1 an de locaux ici. Un an, jusqu'à la création. Tu ne payes pas le loyer. C'est totalement gratuit et en plus de ça on va vous aider à trouver des financements et vous faire prendre de la hauteur. Donc c'est de plus en plus un réflexe parce que on a beaucoup communiqué, nous et puis les autres incubateurs aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui même dans les universités, je vois il y a Lisa, Junia qui est présent, on leur explique de plus en plus que vous n'allez pas être seul à la sortie de l'université ou de l'école, il y a des structures qui peuvent continuer l'accompagnement pour les entrepreneurs. Et on voit que les écoles s'y intéressent aussi, vu que ça devient un sujet pour lequel ils se rapprochent. C'est aussi toute une convivialité, avoir un baby-foot pour prendre une pause et puis discuter 5 minutes, prendre l'air. Non, baby-foot, nous on est plutôt branché bière ici que baby-foot. Mais d'accord, chacun sa spécialité. Après on est dans le Nord en même temps, c'est normal. Il y a un terrain de jeu derrière, il y a plein de trucs, il y a plein d'infrastructures, mais on est plutôt liquide que... Mais aussi que vivre autre chose que d'être tout le temps dans son boulot, rencontrer des gens, côtoyer, c'est aussi une grande richesse, je pense. Bah oui, j'espère, mais ils témoigneront peut-être après, il y a une session pitch, ils vous diront peut-être ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est eux qui sont les premiers concernés. En tout cas, moi, me concernant, je veux dire, le matin, j'ai pas de mal à me lever. Comme je voyais d'autres coachs, il y a Claire qui est là, il y a Lila qui nous accompagne aussi sur le projet, Claire qui est sur Blanche-Maille. Et je pense qu'on a tous à peu près la même saveur du matin, c'est de venir et puis de rencontrer des entrepreneurs qui ont une énergie qui est incroyable. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette énergie individuelle est déjà énorme et quand on les met ensemble, c'est encore plus puissant. Ouais, de toute façon, quand on vous voit en visio, on voit que vous avez la pêche, la patate, donc il n'y a pas de souci. Bon, je vais redonner la parole à Léon, qui est un peu jeune aussi dans cet entrepreneuriat. Dis-nous un petit peu comment toi, tu t'es dit, tiens, je vais essayer, je vais oser. Très rapidement, le petit parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, en te disant, allez, je passe à l'action, j'y vais, j'ose. Ok. Donc moi, à la base, je viens du milieu agricole, donc mes parents sont agriculteurs, mon petit frère est agriculteur. Donc je viens du milieu. Moi je voulais pas forcément travailler dans l'agriculture, donc j'ai fait maths sup maths spé, j'ai fait une école d'ingénieur. Et à la fin de ma dernière année d'école d'ingénieur, j'ai rencontré Henri, un des cofondateurs de Osiris Agriculture avec moi. J'ai discuté avec lui et le projet m'a emballé. Et je me suis dit c'est parti, allez, on y va. Il y a quelque chose à faire, ça a l'air intéressant, c'est un milieu que je connais, qui m'intéresse, j'ai envie de travailler dedans. Autant j'avais pas forcément envie de travailler dans ce milieu avant la fin de mes études, mais autant à la fin de mes études, j'ai eu envie de rentrer dans ce milieu et de travailler dedans. Tout de suite, Plav, je me lance, on se pose pas de questions, on y va ? Disons que mes parents sont agriculteurs, donc ils ont toujours été plus ou moins entrepreneurs. Donc c'est une culture qui est assez familiale, donc ça me fait pas forcément peur l'entrepreneuriat.
Ok, et tes parents n'ont pas eu un regard... Quel regard ont-ils eu sur cette envie d'entreprendre? Mais ils m'ont dit vas-y fonce, t'as besoin de fonds. Bon, bah c'est bien, c'est qu'il y a une mentalité aussi qui pousse à aider sur le projet, ça c'est bien parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. On voit pas mal de jeunes aussi qui arrivent ou qui voudraient accéder au milieu agricole, mais dont les parents freinent un peu parce que oh attention, on sait pas où on va. Alors agricole plus tech, à mon avis, ça en rajoute une louche. Donc voilà, mais quelque part là c'est bien. Au moins c'est pas le milieu agricole qui a freiné pour entrer dans... Non, pas du tout. Mes parents ils sont plutôt tech dans l'agriculture, donc au contraire ça les intéresse. Ok, bah merci beaucoup. Cédric, dis-moi, toi, comment tu vois cet aspect de rentrer quand tu as des jeunes, parce que tu embauches des personnes. Est-ce qu'ils ont un regard? Comment tu les trouves? Où est-ce que tu les trouves? Quel profil tu cherches? Alors c'est vrai qu'on a la chance de recruter. On en a recruté 3 personnes cette année. En fait, on remarque qu'on parle toujours de sens, mais en fait... nos startups, c'est pas parce que c'est nos startups, c'est nos bébés, mais elles ont du sens, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Et je pense que les jeunes cherchent ok, je vais travailler dans une startup. Ça a peut-être un risque, ok, mais derrière, je vais faire quelque chose qui va changer, qui va apporter, vous apporter du temps en moins pour l'irrigation. Nous, c'est un revenu complémentaire pour l'agriculteur. C'est du lien, en fait. Donc, je pense que on peut trouver des talents. On peut accueillir des talents dès lors qu'ils comprennent les valeurs de l'entreprise, qu'ils adhèrent aux valeurs, et après une motivation et c'est parti. Et alors les critères que vous avez pour embaucher dans votre boutique, c'est quoi? C'est l'envie, c'est le diplôme, c'est la compétence? C'est le sourire en premier. Non mais en fait je rigole, mais ça joue quand même. Oui, en fait, ok, c'est important de faire des études, c'est vrai, mais c'est pas tout. En fait, nous, c'est pas ce qu'on garde, c'est surtout les valeurs humaines. On travaille avec le monde agricole. Nous, on n'est pas issus du monde agricole, mais on commence à côtoyer. On sait que c'est super important. La relation qu'on peut avoir avec ses collègues de travail, avec ses clients, avec les agriculteurs avec qui on travaille, est le plus important. Donc, dès lors qu'on a la motivation et l'engagement, et l'envie de se défoncer, bienvenue. Tiens, j'ai envie de poser une petite question qui va peut-être gratouiller un petit peu. Est-ce que le milieu des startups, c'est un peu comme le milieu agricole, c'est réputé pour ne pas payer? Est-ce que c'est vrai ça? Non, je pense pas. C'est pas lié. C'est pas lié en fait. Ça dépend vraiment de la fonction et de l'engagement. Après, dans les startups, forcément que c'est lié au résultat de l'entreprise. Donc au début, c'est toujours un petit peu plus dur. Mais après, c'est une question de management. Nous, je pense qu'on paye raisonnablement. Donc après, l'important, c'est le capital humain. Donc c'est garder les personnes. On ne pourra pas ne pas payer les gens. Sinon, ils partent et on perd tout. Donc non, c'est un juste milieu. Ok, et est-ce qu'il y a un réel engagement dans les personnes que tu rentres, justement dans ces nouvelles générations, du sens, de trouver un sens à leur activité? Est-ce que ça, c'est pas une grosse valeur que vous pouvez mettre en avant aussi sur les métiers que vous proposez? C'est clair, je pense que de toute façon, on le voit tout de suite dans les candidatures et dans la façon dont les personnes s'adressent à nous. Nous, c'est les premières choses, c'est pourquoi tu veux venir chez nous? Ok, c'est parce que tu cherches du boulot, mais non, pourquoi? C'est quoi le fond? Et c'est souvent, nous, ce qui nous importe, c'est quelle valeur. Et puis, petite parenthèse, on cherche un apprenti pour l'année prochaine. En commerce. Un apprenti en commerce. Ok. Martin, de chez Nectargo, on va te repasser le micro aussi. Alors, vous êtes à un stade aussi qui avance tout doucement. Vous êtes à 4, hein, c'est ça, au niveau de l'entreprise? 4 personnes, ouais. Et comment tu vois, toi, l'avancée un petit peu? Tu imagines de trouver des associés? Tu cherches encore? Comment tu progresses un peu dans ta réflexion? Et qui tu pourrais accueillir? Voilà, un associé, un jeune qui veut démarrer, quelqu'un qui a des ambitions, des idées? Ou alors c'est uniquement des personnes en salariat ou en stage? Comment tu réfléchis à ça pour cette évolution? Je pense que le propre de l'entrepreneuriat, c'est d'être hyper à l'écoute justement des opportunités qui peuvent se présenter. Donc moi, pour ma part, je suis hyper à l'écoute de tout profil et de tout format de collaboration. J'ai des discussions en ce moment avec plusieurs personnes qui pourraient devenir des associés du projet. En attendant, on trace notre sillon et on avance. Mais donc il y a des possibilités là-dessus. Et puis moi, j'ai recruté récemment des jeunes sur du coup des recrutements, quoi.
peut-être aussi une alternance bientôt, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai noté là-dessus, c'est aujourd'hui Mathieu parlait de la nature des projets. Je pense que les projets dans l'AgTech sont pour beaucoup effectivement très ancrés dans une recherche de sens, d'impact positif pour les challenges du monde de demain. Et moi, pour ma part, c'était mon point de départ. C'est-à-dire que moi, j'étais pas à plaindre dans ma situation professionnelle. Ça fait 10 ans que je travaillais, j'ai 35 ans, et j'ai eu envie de faire un truc auquel je croyais, quoi. J'avais envie de faire quelque chose qui faisait bouger les choses dans le bon sens. A priori, t'es pas originaire trop du milieu agricole. Je suis pas du tout du monde agricole, effectivement. Après, j'ai toujours une sensibilité pour la problématique alimentaire, et je pense que c'est bien sûr un des enjeux du monde de demain très important. Et donc moi, ça a été mon point de départ. J'ai fait un premier projet qui n'a pas été couronné de succès. Ça, c'est intéressant aussi, c'est dire que on réussit pas forcément non plus du premier coup. Ouais. Alors moi, je ne prends pas ça pour un échec. Alors je sais plus qui est-ce qui disait, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Si je me trompe pas, il a fait 10 000 façons de pas réussir à créer l'ampoule. Alors que voilà, donc c'est pas non plus un échec, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi ce qui va te permettre d'avancer plus tard. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre peut-être aux jeunes qui veulent démarrer, c'est que peut-être qu'une réussite, enfin on réussit pas de toute façon de la première fois, tout au moins dans le sens exactement comme on l'avait prévu au début. Et du coup, effectivement, en fait, quand on croit à ce qu'on est en train d'essayer de faire, à la cause profonde au combat qu'on est en train de mener, si on tombe, on se relève en fait. Et c'est vrai qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit en recherche de job en fait. On est beaucoup plus fort quand on a une croyance et une conviction forte dans son projet, qu'on soit jeune salarié, stagiaire ou autre. Et aujourd'hui, c'est ça que je note moi sur les projets. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai rencontré que des jeunes qui avaient la niaque et qui ont une énergie, une détermination, une résilience, une autonomie qui est hyper impressionnante en fait, qui donne un coup de boost incroyable au projet. Comment ça, les jeunes ont de l'envie, ont de la résilience, en tout cas, c'est extraordinaire comme message de positivité qu'on a. C'est vrai, les jeunes là. Voilà, bah apparemment ils se sont endormis. Hein. C'est vrai les jeunes. Ah quand même. Et les autres? Ah ça va, j'en ai réveillé quelques-uns, c'est bon. Allez, on peut redémarrer. Non mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a de la positivité dans ceux que tu rencontres. Voilà. Et toi tu vas rechercher quelqu'un qui va peut-être te correspondre. Tu cherches un associé? Ouais, j'ai des discussions avec effectivement pour potentiellement des gens qui vont vraiment prendre les manettes avec moi du projet. Je serais ravi de le faire et j'ai eu plein d'opportunités. En fait, les rencontres créent les opportunités. Ça pourrait arriver. Donc ça peut être un jeune ou quelqu'un qui switch comme toi de profession, de dire tiens, peut-être qu'il existe des entreprises dans lesquelles moi j'ai pas forcément l'idée du siècle, peut-être pas, mais par contre je peux m'associer avec une idée qui est déjà en route, qui est sympa, qui correspond à mes valeurs, et je vais peut-être trouver justement un poste qui sera à ton égal, à ton niveau. C'est vrai que dans les startups on parle rarement d'hiérarchie, c'est quand même beaucoup plus plat, j'allais dire, que dans les grandes entreprises, mais il y a des possibilités, quoi. Ce qui caractérise quand même une startup qu'on dit comme la nôtre plutôt en amorçage, une aventure qui débute, il faut une forme de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que au quotidien on fait plein de choses tellement différentes, on peut pas avoir des fiches de poste ultra précises et spécifiques sur des points sur des périmètres assez courts. C'est ce qui peut intéresser un jeune aussi, de faire différentes choses. On en parlait hier, justement, c'est vrai que c'est pouvoir faire une journée une chose, une journée une autre. C'est un peu comme un agriculteur, quoi. Tu changes de métier tous les jours. Sans doute, effectivement, sans doute, ouais. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Martin aussi. Voilà, un peu plus d'expérience, vu que ça fait quand même un moment que tu tournes. Toi, comment tu vois, par rapport à l'évolution des différentes entreprises, comment tu vois cette arrivée aussi du public vers la tech pour trouver un travail? Est-ce que tu penses que ça a évolué déjà par rapport à ce que tu vivais il y a 5 ans? Alors par rapport à il y a 5 ans, oui déjà. Par rapport à il y a 20 ans, quand j'ai démarré, on était les tout premiers. Et moi, à l'époque, j'étais plutôt salarié, mais j'ai des premiers copains qui sortaient d'écoles, de grandes écoles, et qui se sont lancés au moment où Internet commence à arriver. Et ça a été les premiers. Tout s'était prévu pour aller dans des boîtes, dans des gros cabinets, dans des grosses boîtes, etc. Et ils avaient l'avenir devant eux. Et il y a des gens qui ont pris des risques en disant non, je pars dans cette aventure de défricher un nouveau marché, de partir à l'aventure. Et donc ça a été vraiment c'était les années 95-2000, au moment où Amazon et autres sont démarrés. Mais en France, il y a eu énormément d'initiatives qui ont été faites. Et aujourd'hui, maintenant, les jeunes qui sortent d'écoles, et y compris de grandes écoles, ils ont envie de s'épanouir dans des projets dans lesquels ils ont
un vrai impact, un vrai rôle à jouer. Et nous, on le voit, oui, depuis 5 ans, oui, c'est certain que de plus en plus franchissent le pas, prennent le risque. De toute façon, ils n'ont pas de risque à prendre. C'est vraiment rentrer dans une entreprise à différents stades de là où on en est. C'est avoir la possibilité d'avoir des responsabilités. À un âge où on n'en aurait pas autant dans des grandes entreprises, où les choses sont beaucoup plus figées, et d'inventer un nouveau marché, de le créer. Quand on rentre, surtout dans les premiers salariés dans une entreprise comme les nôtres, on donne des responsabilités. Si les gens sont malins, ont envie d'avancer, ils prennent les sujets. Nous, on gère beaucoup plus de problèmes que des entreprises normales. On combine, on aime bien les problèmes. Donc et donc les gens qui aiment bien régler des problèmes et trouver des solutions, ils prennent les responsabilités. Et puis on a chez nous des gens qui sont rentrés au tout début quand on était 3 ou 4. Et aujourd'hui, on est 80. Et ces personnes-là, maintenant, ils animent une équipe, ils continuent à pousser pour que l'entreprise avance avec une passion. Et c'est ça, je pense, ce qui fait un peu différent. C'est, comme tu le disais, la mission, le fait d'avoir une mission. On a posé une mission très vite avec mon associé. Nous, c'est de permettre à tous les agriculteurs, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le mode d'agriculture, de réduire leurs risques sur leur culture grâce à la donnée ultra locale dans le cadre de la transition agro-environnementale. On a posé la mission. La mission, elle est hyper... on la partage avec nos clients, mais aussi avec nos nouveaux talents qui arrivent. Et c'est vrai qu'on va chercher des gens qui sont passionnés, qui viennent du monde agricole ou pas. C'est bien d'en avoir parce que je pense qu'en tout cas, on se rend compte que des gens qui collent quand même au terrain, qui connaissent. Et donc, on a un mix de gens qui viennent du monde agricole, comme moi par exemple, et puis comme on a associé des gens qui n'en viennent pas, mais qui ont envie parce qu'ils savent qu'il y en a pas, qu'il y a une transition qui est en cours. Et nous, on est l'un des acteurs de ça, et donc ils ont envie de jouer cette partie-là. Et puis même si c'est compliqué pour certains, on se relève et puis ça avance, quoi. Si jamais tu cherches un moyen de leur faire comprendre l'agriculture, il y a un très bon bouquin qui est sorti il y a quelques temps, tu peux leur proposer. Mais bon, c'est vrai qu'on voit que quelque part ça a évolué un peu dans le temps, mais ça permet aussi d'évoluer et de faire évoluer les personnes. Donc je sais pas si on appelle ça de la méritocratie, c'est ça maintenant, ou c'est y aller avec une base, avec une connaissance, mais aussi en fonction de l'envie de dire on va pouvoir grimper les échelons et atteindre des postes, on n'est pas forcément là pour atteindre, mais faire des projets, mettre en place des projets qui sont vraiment intéressants, qui vont tenir à cœur aussi de ces personnages. Je pense qu'il faut avoir une envie, puis il y en a qui ont des échecs aussi certainement. Oui, c'est pas nous, et puis même si on a un échec, on a démarré des entreprises qui ont été moins bien avant. Voilà, on en apprend énormément en peu de temps, et faut tomber vite dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit, fail fast, parce qu'au moins on apprend, on a des cours d'expérience, on prend des cicatrices. Mais voilà, et des entreprises qui tombent, c'est normal. On est dans un monde où, contrairement à il y a 20-30 ans, quand je rencontrais des chefs d'entreprise, les entreprises étaient établies sur des marchés établis, qui étaient assez protégés. On a un monde qui est plus ouvert, où aujourd'hui, la moindre idée peut remettre en cause une manière de faire, tout simplement, parce que on dirait que ce qui est mis en avant, c'est vraiment l'innovation et la capacité à faciliter les usages. Et donc tout le monde est un peu en risque, mais tout le monde doit se réapprendre à s'inventer. Et les entreprises comme nous, elles ont un horizon, un champ de possibles qui est énorme. Et après, ça dépend des hommes. L'ambition des hommes, de la mission, et puis des équipes. Attention, on dit des hommes et des femmes maintenant. Des hommes et des femmes. Bon, c'est vrai que c'est fort important. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à quelqu'un qui cherche justement à donner du sens à sa vie? Comment il peut se diriger vers la bonne entreprise? Est-ce qu'il doit y aller à son feeling? Est-ce qu'il doit y aller en recherchant quelque chose? Est-ce qu'il y a des moyens, des méthodes, des lieux où on peut découvrir là où on peut aller pour entreprendre? Je pense, à part chez Euratech. Ouais, alors Euratech, c'est un super vivier. C'est vrai que dans la région, on a la chance d'avoir ce poumon-là, parce que je pense qu'au niveau français et européen, c'est un poumon qui compte, même si c'est tout petit par rapport à ce qui fait dans d'autres pôles, notamment aux États-Unis, qui ont on lutte à armes assez inégales. Non, je pense qu'une entreprise elle doit respirer par elle-même, donc elle doit être attractive par elle-même. Et donc normalement, via les réseaux sociaux, via les contacts des uns des autres, je pense que l'entreprise devient attirante pour des jeunes. Après, il y a énormément de sites qui ont été dédiés, qui montrent un peu les valeurs des entreprises. Puis après, il faut creuser. Et je pense qu'aujourd'hui, les plus jeunes ont facilité à échanger en amont avec des salariés d'entreprise pour voir vraiment si les valeurs qui sont inculquées sont celles que l'entreprise représente vraiment ou qu'elle met en avant sur un site internet. Et puis après, ça se ressent. Donc je pense que c'est plutôt... J'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les jeunes puissent essayer par leur réseau à trouver l'entreprise qui fitera bien. Ouais. Eux-mêmes. Ouais. Ok. Alors Martin, toi, tu as switché sur ton activité. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit... Purée, j'ai vraiment pas trouvé le boulot de mes rêves. Le matin, j'ai la boule au ventre quand je pars, ou le dimanche soir, je commence à pleurer avant d'aller au boulot.
je lâche tout et j'essaie. Est-ce que c'est vraiment à faire pour toi? Alors, moi, c'était pas le cas. Hein. J'étais plutôt bien aussi dans mon boulot, mais voilà, je l'ai Bon, expliqué. je vais encore faire autre chose de plus, parce que si on y va par Exactement. contrainte, c'est peut-être pas bien. Mais... Non, je dirais, faut pas s'en faire une montagne. En fait, faut oser simplement, et faut pas attendre d'avoir une réflexion de 6 mois et 4 clients potentiels pour aller sonner à la porte de Rat Technologies et demander à se faire aider. En fait, sur une démarche entrepreneuriale, il faut se lancer simplement. J'aime bien l'expression fail fast, quoi. C'est effectivement, faut y aller, et puis on va être assez vite déjà entouré par des gens bienveillants, et puis challenger dans le bon sens. Ouais, quand tu pitches, en général, on te casse bien quand même. On essaye de bien te démonter pour être sûr que tu sois certain de ce que tu fais. Non, je pense que c'est toujours bienveillant, en vrai, Bon, que ce soit sur des structures d'accompagnement ou sur les vrais potentiels clients, etc. Je pense que le fait d'entreprendre aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui est valorisé, et que nos interlocuteurs, ils sont pas méchants, ils mordent pas, quoi. Donc faut pas s'en faire une montagne, c'est ça que je pense qu'il faut retenir aussi. En plus, maintenant, on a quand même des possibilités d'accompagnement sur les changements de métier, sur les suivis, sur les contrats éventuellement. Ça peut permettre d'aider, de donner un petit peu de poumon de réflexion. L'écosystème français est quand même hyper favorable à l'entrepreneuriat, à la création de projets. Hein. Je pense qu'à l'échelle mondiale, on a probablement un des meilleurs écosystèmes pour initier en tout cas européenne, pour initier des projets. Il faut en avoir conscience, on a une chance pour ça, quoi. Ok, donc en France, on a des bons accompagnements. Peut-être qu'il y a des bons accompagnateurs ici qui nous écoutent. Je vais reprendre le micro. Tout le monde est endormi, c'est bon, non? Ça va? Vous pouvez taper dans vos mains 2 secondes pour voir si on vous entend? Ouais, ça marche, superbe. Bon, Cédric, dis-nous que toi, comment chez Agricoli, vous essayez aussi de trouver, la perle rare, comment tu considères le meilleur moyen d'accompagner aussi un jeune qui va pouvoir avancer aussi dans ton entreprise? Comment vous essayez, vous, de les attirer, de les accompagner, j'allais dire, dans leur développement? Est-ce que parfois vous dites tiens, non, pour finir, c'est peut-être pas la bonne branche, mais il y a peut-être un autre endroit où tu pourrais aller parce que c'est mieux pour toi? En fait, déjà, le recrutement il peut se passer de 2 façons, soit via des stages, des apprentissages de tout niveau, hein, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou pas. Et la deuxième chose, ce que disait Martin, c'est que l'avantage de venir dans une entreprise qui est en forte croissance et qui est encore dans les premières années, c'est l'occasion de créer, alors on ne parle plus de carrière en ce moment, mais plutôt énormément de compétences et d'opportunités dans l'entreprise. Les personnes qui nous rejoignent dès le départ, en fait, sont OK au départ un peu couteau multifonction. Un jour, elles font ça, le lendemain, on dit tu ne peux pas faire ça parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que dirigeant et qu'on a besoin de s'appuyer sur les équipes. Mais le retour de ça, c'est que la personne, peut-être qu'elle ne sait pas, mais elle a l'opportunité d'essayer au moins. Et ça, je pense que c'est énorme. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, comme certains d'entre nous, ou des plus petites. La seule différence avec une start-up, c'est que c'est multiplié par 10 la possibilité de faire son métier et de proposer, parce que si la personne est motivée et qu'elle teste plein de choses et dit moi c'est vers là que je vais, et je vais développer l'entreprise dans cet axe-là, et dès que tu as trouvé une personne dans ton équipe qui te dit ça, c'est gagné. Je veux dire, elle va entre guillemets pas créer son équipe, mais elle va créer un sillon ou une chose importante dans l'entreprise. Donc c'est une vraie opportunité, moi je trouve. Après ça se gagne, c'est-à-dire ça se gagne par la confiance, par réussir, ou des fois échouer, mais j'ai échoué, mais ok, je ferai autrement la prochaine fois. Et je pense que c'est une belle aventure. Après, faut accepter, entre guillemets, le risque de, quelquefois, pas trouver chaussure à son pied parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Ok, merci. Mais de toute façon, c'est pas forcément un échec de faire un essai aussi quelque part et puis de prolonger, quoi. Ok, Léon, tu vas prendre la parole pour en étant le dernier. Toi, tes associés, comment tu les as tu as dit tu as créé cette entreprise avec quelqu'un que tu connaissais déjà avant? En fait, j'ai vu un post sur LinkedIn donc de Henri qui recherchait des associés. Alors c'était quoi, Henri cherche associé? Il expliquait rapidement qu'il était issu du milieu agricole, qu'il voulait faire quelque chose pour la culture, qu'il avait une idée. Et donc du coup je l'ai contacté, on a un peu parlé ensemble. Du coup moi j'étais en stage à ce moment-là, donc du coup pendant les 6 mois de mon stage je l'aidais un peu de loin à regarder sur certains sujets. Et un week-end on s'est dit écoute, on se retrouve avec la dernière personne, comme les 3 associés. On s'est dit on se retrouve un week-end sur place, et on travaille ensemble et on voit ce que ça donne. Du coup pendant un week-end on a travaillé ensemble à fond pendant un week-end. On a vu que ça matchait plutôt bien, que ça collait plutôt bien.
On est reparti chacun de notre côté, on a chacun réfléchi à ce qu'on voulait faire. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'avancer ensemble et de travailler ensemble sur ce projet. Ok, donc c'était l'envie. Et jusqu'à maintenant, vous restez à 3, vous êtes encore à 3 ? Ouais, on est encore à 3, ouais. Et vous pensez avoir d'autres personnes par la suite ? Comment vous imaginez là tout de suite l'évolution ? Pour l'instant, on est en train, donc on veut prouver la faisabilité du concept cette année, donc on va pas tarder à irriguer. C'est une question d'heures, enfin de jours, voire d'heures. Et après, on souhaiterait faire une levée de fonds et forcément embaucher des personnes. Ok, donc ça va être l'étape suivante pour arriver à avancer aussi. C'est ça. Très bien, merci. Exactement. Alors maintenant, je vais poser une dernière question à Mathieu qui va pouvoir nous répondre. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a envie d'entreprendre, lorsqu'on est jeune étudiant, lorsqu'on veut trouver un boulot dans une start-up ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Où est-ce qu'on doit sonner ? Il y a deux possibilités. Soit vous voulez bosser pour une start-up et je pense que c'est une bonne idée parce que c'est un accélérateur de compétences. Vous allez faire 10 fois plus vite, 10 fois plus de choses que ce que vous auriez fait dans une entreprise entre guillemets classique. En plus, aujourd'hui, on ne va pas vous reprocher de commencer par une start-up. Donc pour bien commencer, pour ceux qui veulent bosser pour les boîtes qui sont là, vous échangez vous échangez les cartes de visite et puis vous voyez si ça fit. Mais c'est d'abord et avant tout une rencontre humaine. Je pense que c'est toute petite structure. Le courant passe, allez-y. Le courant passe pas, il faut pas y aller, il faut pas insister. C'est pas le salaire, c'est pas le type de job qu'on vous propose. C'est très intuitu personae. Si vous pouvez pas sentir le fondateur ou un des associés, évitez parce que proportionnellement vous allez avoir des emmerdes très rapides. Et inversement, vous le sentez, c'est une rencontre et vous rentrez dans une start-up, vous êtes pas forcément associé, mais vous avez quelque chose de très assimilé, associé. Vous faites partie des fondateurs finalement de l'entreprise. Donc vous verrez, vous aurez beaucoup de choses à apprendre et à gagner. On vous reprochera jamais. Ou alors les entreprises qui vont vous reprocher de commencer par une start-up, fuyez-les. Parce que c'est pas dans votre tempérament, donc y allez pas. On va vous dire non, moi on prend pas les mecs qui ont bossé pour des startups, on peut faire les mecs de L'Oréal et compagnie. C'est que c'est peut-être pas votre délire. Et puis la deuxième possibilité, c'est de créer votre entreprise. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille vraiment d'être accompagné, que ce soit Euratech ou une autre structure. Sur la région, il y a plein d'autres incubateurs au niveau régional, au niveau national. Mais le faites pas seul, vraiment. Je pense que c'est important de pouvoir rencontrer, tester. Et puis à un moment donné, fail fast. Je crois que c'était alors Martin qui le disait, si ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, un incubateur, c'est un révélateur d'une petite graine qui en puissance va devenir un énorme baobab ou qui va devenir un truc qui va faner très vite. Et ça, vous allez le savoir très très vite, parce que les autres vont vous apporter un regard différent, vous allez challenger. Donc voilà, moi je pense que le temps c'est avant tout de l'argent, parce qu'il faut se rémunérer un moment, il faut nourrir sa famille, et il faut aller très très vite pour savoir si ça marche ou pas. Ok, merci. Alors vraiment intéressant. Alors ne le faites pas seul. C'est ce que je retiendrai un petit peu du message quelque part. Nous, si on veut pas faner, on va arrêter aussi parce que vous avez la chance pour certains d'être à l'ombre. Je pense que vous pouvez les applaudir, les remercier. Et maintenant, on va lancer les pitchs. C'est bien ça ? Avec une introduction par Monsieur le maire de Willem. Monsieur Thierry Roland est appelé au micro. Merci. Sinon, prends-le, vas-y. Non, mais je n'en rachète pas. Ça marche. Tu prends la main ? Bon, ça va, c'est ok ? Ouais, c'est bien, ça posait tranquille. Comme vous voulez, vous pouvez rester debout. Comme vous pitchez. C'est une manière d'introduire en fait les pitchs aussi, d'expliquer un petit peu pourquoi la GTEC ici. Voilà. D'habitude, c'est plutôt la crème de whisky que je prends avec plaisir. Ouais, voilà. Je vous laisse voir. Alors non, mais je sais quoi les chauffer, je sais pas. Non, mais Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? L'idée, c'est de vous donner la main, un peu la parole pour okay. expliquer en fait. Peut-être votre regard, vous, alors, vous avez certainement parlé avec Thierry, mais votre regard, vous. Oui, parce que j'en ai fait une interview dans le tracteur là, ouais. Donc ça, c'est pas en ligne. L'interview tracteur ? Oui. Non, c'est je crois après. pas, non, pas encore. Et là, non, mais je vous prends. Vous me posez des questions ou c'est moi qui parle ? Attention, ça va vous aider. Non, Et puis justement, on m'a dit que vous parliez beaucoup. Oui. Allô, ça marche. Bon, alors, ça va, vous n'êtes pas endormi ? Tout va bien ?
Ça y est, tout le monde discute, ils sont en train de réviser. Donc je vous propose d'écouter Monsieur le maire de Willem avant de faire un tour de pitch de différentes startups. Et du coup, c'est vous qui pitchez en premier quelque part. J'ai bien compris. Je vais vous poser quelques petites questions. Quel est votre regard, vous, sur l'agriculture au sens large déjà? Alors, tout d'abord, bienvenue à tous dans la commune de Willem. La commune de Willem, c'est 3000 habitants. C'est le Petit Poucet, vous voyez, dans l'histoire que nous connaissons tous. Et le Petit Poucet vient de gagner une étape du Tour de France, du Co-Farming Tour, qu'on vient de souffler très gentiment à nos amis de Lille, qui avaient plus peur de nous que du Covid, j'ai bien compris. Et ici, vous voyez, on relève tous les défis, pas simplement celui de l'innovation, de la technologie, mais aussi celui de l'hygiène et du défi sanitaire qui nous préoccupe en ce moment et qui est en train de s'effacer peut-être. Et je vous remercie tous d'avoir fait l'effort. Donc je remercie les services techniques là qui ont réagi assez vite pour vous mettre des chaises. Je remercie le ciel à qui j'ai téléphoné ce matin. J'ai demandé pour le Co-Farming Tour d'être au beau fixe pour le beau temps. Et voilà pour la bienvenue. Sur l'agriculture en général, si vous permettez, d'abord sur Agrotech en particulier. Vous avez vu, vous cherchez vous à mettre le focus, à mettre le regard sur des agriculteurs qui innovent, à vous concerter, à échanger. Eh bien, Agrotech, c'est exactement ça, et c'est tellement ça que ça a été d'abord une idée du maire avec Euratechnologie, puis un financement de la métropole européenne de Lille pour une inauguration en 2018. 2 ans plus tard, la région a fait de Agrotech un lieu d'innovation régionale, un hub, dit-on. Et 6 mois plus tard, donc en fin 2020, nous avons eu le label Green Tech en français, c'est-à-dire un point de développement de l'économie circulaire. Vous me posez la question, et donc la croissance est au rendez-vous. Et le temps de l'innovation ici est au beau fixe. C'est-à-dire qu'on a pris de l'avance. En 2015, nous avons vu avec Euratechnologie que l'agriculture était en train de changer. Et cette accélération, comme l'innovation, on parlait d'Amazon tout à l'heure, eh bien, se fait à très très grande vitesse. Et cette grande vitesse, il faut savoir la voir arriver, prendre le train en question et le suivre, puis en même temps s'en emparer. Et pour ça, il faut avoir un peu d'expérience. Et nous commençons à avoir de l'expérience et bien entendu, avec cette expérience, des réussites. Des entreprises comme Litus, Agricoli qui sort d'Euratechnologie et d'autres encore. Je pense aussi à Carnot qui a commencé ici à Willem et qui ils sont là aussi. Ouais. Ils sont là aussi, Carnot. Ah bon, j'ai vu un petit monsieur Carnot. Okay. Voilà. Et qui ont apparemment, c'est un endroit fertile puisque on a quand même créé quelques belles entreprises, en tout cas qui ont été repris. Je crois que Carnot a été racheté par Total et c'est presque 22 millions d'euros qui ont été dépensés sur le projet. Donc pour tous ceux qui sont des créateurs d'entreprises, vous voyez, Willem, c'est une terre où on sème mais on récolte aussi. Bon, et très vite. On a bien fait d'y mettre les pieds alors. Oui, je pense. Alors on va écouter. Alors attendez, vous me parlez. Non, l'agriculture. Vous dites l'agriculture. Vous voyez, en l'année 2020, vous vous souviendrez tous que vous êtes venus ici en 2021, mais dans l'année 2020, vous vous souvenez tous là que nous avons vécu une période de pandémie. Et c'est ça que vous croyez qu'on retiendra dans l'histoire, sans doute. Mais c'est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. L'année 2020, dans l'histoire de l'humanité, c'est le moment où définitivement l'homme a tourné le dos à la chasse et à la cueillette. Aujourd'hui, et c'est en 2020 que ça s'est passé, on consomme plus de poissons d'élevage, et je ne parle pas des animaux, puisque ça c'est un fait avéré durant le XXe siècle, mais en 2020, l'humanité consomme plus de poissons d'élevage que de poissons pêchés en haute mer. Donc quand l'humanité change son agriculture, elle change aussi sa civilisation. Nous avons la chance, ici comme ailleurs, de vivre un moment où l'agriculture et notre civilisation, notre regard sur le travail, sur la terre, l'environnement, est profondément en train de changer. Et ce n'est pas simplement un délire d'écologiste.
ou de fou. C'est pas un délire de folie, c'est une réalité historique. Donc l'année 2020, qui pour tous est présentée comme l'année du Covid, dans l'histoire, la méta-histoire, c'est quelque chose qui restera sans doute comme le moment où l'humanité a pris une nouvelle orientation de civilisation. Voilà pour. Bon, alors ça, que tout le monde prenne des notes, on révisera ce soir. Et vous placerez ça à l'apéro. Alors, comme j'ai quand même entendu qu'on était sur une terre fertile de start-up, on va proposer justement aux start-up qui sont présentes d'Eura Technologies de venir pitcher et de venir se présenter, parce qu'on en a vu quelques-unes à la table ronde, mais on ne les a pas tous vues. Et il y en a d'autres, normalement, parmi les gens qui sont ici. Donc là, je vous remercie pour votre petit mot. J'ai plus le droit de parler ? Oh bah vous pouvez commenter les startups qui vont passer si vous voulez. Ou si vous avez quelque chose vraiment que vous avez sur le cœur et qu'il faut vraiment que vous le disiez à toute l'assemblée, allez-y, c'est le moment. D'accord. Place à l'innovation alors. Ça marche. Merci. Alors, il faut que je prenne mes anti-sèches. Je crois qu'il y avait déjà des startups que c'est facile pour moi de les reconnaître parce qu'elles sont du co-farming. Mais j'en ai une qui s'avance et du coup, tu vas pouvoir te présenter. Alors, tu connais le principe. C'est 3 minutes. 3 minutes. Ah ouais, on est des durs. Donc, c'est 3 minutes pour vendre du rêve. Il est où, Mathieu? Et puis, du coup, tu as 3 minutes pour présenter ta boîte. Et puis peut-être, je rajoute pour relever le défi supplémentaire, il y avait des étudiants qui ne savaient pas s'ils voulaient bosser dans les boîtes ou pas. Tu essaieras de finir pour essayer de leur vendre, de venir bosser chez toi. On ne sait jamais. Ok. Si en tout cas, pour bosser dans une boîte tech en l'occurrence. Allez, go. Ok, merci à tous. Donc, je m'appelle Ludovic et je vais vous parler du projet Farm Connect. Donc Farm Connect, c'est un projet qui est pour ambition de faciliter l'utilisation et la distribution des applications agricoles numériques. Je vais commencer par un chiffre, 480. 480, c'est le nombre d'applications agricoles numériques en France. Et 4, c'est en moyenne le nombre de ces applications utilisées par les agriculteurs. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a un écart monumental entre l'offre qui existe et ce qui est réellement utilisé. Je vais l'enlever. Donc Farm Connect est né de ce constat-là. Et l'idée, c'est qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi il existe un tel écart entre l'offre disponible et ce qui est vraiment utilisé. Et donc après les entretiens avec différents agriculteurs, on est parvenu au constat que finalement le parcours digital de l'agriculteur effectivement est vécu comme difficile, principalement pour 3 raisons. La première raison, c'est déjà qu'il faut identifier des solutions qui sont pertinentes pour mon agriculture. On l'a dit tout à l'heure, l'agriculture est plurielle et j'ai des besoins qui sont propres selon le fait que je travaille dans la viticulture, selon le fait que je travaille dans la grande culture, etc., etc. Donc déjà trouver des solutions qui soient pertinentes pour mon contexte, c'est compliqué. Le deuxième frein, c'est qu'une fois que j'ai identifié des solutions qui sont pertinentes, je dois créer un compte utilisateur pour chaque solution. Et le troisième point, c'est une fois que j'ai créé ce compte utilisateur, je dois ressaisir encore et toujours les mêmes informations pour pouvoir accéder au service. Donc Farm Connect, c'est une réponse à cette triple problématique. Et globalement, Farm Connect, c'est une plateforme qui fait 3 choses. La première chose, c'est qu'au sein de la plateforme, l'agriculteur va avoir accès à l'ensemble de l'offre digitale disponible pour lui, qu'il va pouvoir trier selon des critères qui lui sont propres. Je fais du bovin lait, je vais avoir une sous-sélection des offres digitales qui sont pertinentes pour moi. La deuxième chose, c'est qu'au sein de Farm Connect, l'agriculteur va pouvoir se créer un compte unique agriculteur. Ça veut dire quoi? Un seul login, un seul mot de passe pour accéder à toutes les solutions numériques agricoles. La troisième chose, et pas des moindres, c'est que via Farm Connect, l'agriculteur va pouvoir décider et donner son consentement pour que l'application mobilise des données qu'il a déjà saisies sans avoir à les ressaisir de nouveau. Donc vous voyez bien l'intérêt pour l'agriculteur, mais là on a abordé les bénéfices pour l'agriculteur, à savoir un login, un mot de passe, pas de ressaisie d'informations et un accès à tout le catalogue de l'offre digitale.
mais c'est aussi une plateforme qui a apporté des bénéfices pour l'ensemble des autres acteurs de l'écosystème, à savoir les éditeurs de solutions et les distributeurs, en l'occurrence des coopératives ou des négoces. Pour les distributeurs, l'idée, pour un distributeur un éditeur de solutions numériques, l'idée n'est pas de créer des comptes et de faire saisir de l'information à l'agriculteur. L'idée, c'est de délivrer le service le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Et donc, on voit bien que Farm Connect, excusez-moi, Mathieu m'a dit 5 minutes. Je sens que ça force. donc, effectivement, Farm Connect, on voit bien, va faciliter l'embarquement de nouveaux utilisateurs pour des éditeurs de solutions numériques, dans le sens où toutes les étapes de ressaisie d'informations vont être supprimées. Pour le côté distributeur, Farm Connect va grandement faciliter la collaboration entre un TC, donc profil technique d'une coopérative ou d'un négoce avec les agriculteurs. Donc où est-ce qu'on en est dans le projet Farm Connect? On est un QV ici depuis le mois de janvier chez Agrotech. Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de lettres de soutien sur le projet Farm Connect qui démontrent qu'en fait notre problématique, celle qu'on adresse avec Farm Connect, a une résonance dans l'ensemble de l'écosystème. C'est le premier point. On est aussi en train de développer avec mon cofondateur Théopold Asbrook, que certains connaissent ici, le MVP, donc le produit minimum viable, pour éviter l'anglicisme, et avec la ferme intention de mettre en place des projets pilotes dès le mois de septembre. Donc, si cette problématique de fluidifier le parcours client, parcours de l'agriculteur dans le domaine digital, et que si vous avez des idées de projets pilotes en tête, je suis à votre disposition sur le reste de l'événement pour en discuter avec vous. Merci de votre attention. Merci. Toi, tu as gagné The Voice, ils sont déjà tous retournés. Monsieur Mathieu, c'est Terre à Terre. Terre à Terre, autant pour moi. Merci. Alors attends. Ouais, faut mettre un coup de... Tiens, mets ça là-dessus. Hop. Ouais. Tu fristouilles ton micro. Et je rappelle que tu as 3 minutes. Effective ou... J'ai eu l'information d'avoir 15 minutes. Je sais pas, Mathieu ou non. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu, tout le monde, je suis le fondateur de Terre à Terre. Alors, en fait, moi, ces 4 dernières années, j'étais en Asie et... Asie, des très belles villes, mais des villes très polluées. Et j'ai eu une vraie prise de conscience contre le changement climatique. Et du coup, quand je suis rentré à Lille, moi je suis originaire de Lille, j'ai décidé de trouver la solution. Et la solution, j'ai rencontré plein d'experts. Et en fait, il se trouve que la solution s'appelle transformer notre agriculture. Transformer notre agriculture, c'est séquestrer plus de 100% de nos gaz à effet de serre annuels. C'est aussi régénérer nos écosystèmes naturels. Et tout ça au niveau local, avec un impact social pour aider les agriculteurs à mettre en place des nouvelles pratiques. L'idée du coup de Terre à Terre est toute simple. On a créé une entreprise à mission pour reconnecter à la fois le monde agricole et le monde de l'entreprise pour accélérer notre transition vers l'agriculture durable. Aujourd'hui, c'est très simple, le concept. On met en contact des agriculteurs qui souhaitent mettre en place des nouvelles pratiques, mais qui ont besoin de 2 choses. 1, d'un soutien financier, et 2, d'un accompagnement pour savoir quelles pratiques mettre en place sur l'exploitation. Et ces agriculteurs, on va les mettre en relation avec des entreprises, des collectivités locales qui vont financer leur transition sur 5 ans en échange tout simplement de crédit carbone. Quelques chiffres clés. Donc nous, on a commencé maintenant il y a 6 mois. On travaille avec 300 agriculteurs dans la France, 52 dans les Hauts-de-France. On travaille avec des partenaires, chambres d'agriculture, coopératives. On travaille avec un label qui s'appelle le label bas carbone, qui est décerné directement par le ministère de la Transition écologique. Et très concrètement, pour les agriculteurs, c'est 13 000 € en moyenne par la vente de leur crédit carbone sur 5 ans. Notre solution, elle est développée, elle est live. On a déjà une dizaine de clients qui sont onboardés dessus. C'est une plateforme en fait qui va permettre aux entreprises de suivre les données agricoles, véritablement l'impact des agriculteurs sur le terrain, notamment sur le sujet carbone, de les suivre pour valoriser leurs actions climat au niveau des territoires, auprès de leurs parties prenantes, de leurs collaborateurs. Donc notre mission, c'est véritablement relocaliser cette notion de compensation carbone. Là, on a planté des arbres au Malawi pendant des années, faisons-le
ici, maintenant, avec nos agriculteurs. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais sur les 3 minutes. Ah, c'est très bien, tu as même rattrapé du temps de ton collègue. Ok, ouais, j'étais plus rapide. Désolé, j'étais un peu speed. Super. Non, Merci mais on à a toi. très bien compris. Hein. Merci. Ah non. Une asso, ouais, carrément. Mais moi, je viens pas du tout du monde agricole à la base, vous l'avez compris. Tu recommences pas hein. Non. J'étais à Hong Kong ces 4 dernières années, j'ai pas vu une vache. Il n'y a pas beaucoup de vaches à Hong Kong. Et donc, je cherche un associé issu du monde agricole et aussi je cherche à recruter des gens, notamment de l'ISA ou d'autres écoles agri-agro. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir directement. Et notamment qui sont là-bas, voilà, par exemple. j'ai vu, vous avez l'air motivés et souriants. Ça me va très bien. Et le carbone a de l'avenir, les amis. Regardez bien ce sujet. On change avec messieurs Ipsum. Ipsum. Ah bah oui, ça sonne. Alors, on s'en met plein les mains. Et après, on fristouille son micro. Vous avez vu, j'ai le gong maintenant. Allez. C'est parti. 3, 2, 1, 4, 5, 6, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc nous on est Ipsum. Ipsum c'est le supermarché de l'agtech. Donc tout simplement on est tous les deux, moi je suis Aymar et Virgile mon associé. On est tous les deux anciens agriculteurs, fils d'agriculteurs. Et on est parti d'un constat simple. En fait quand je suis agriculteur, j'ai 3 objectifs principaux. Il faut absolument, et de plus en plus, que j'augmente mes revenus, que je baisse mes charges, et que je trouve un moyen de réduire ma charge de travail au quotidien parce que c'est énorme. Un agriculteur aujourd'hui il fait plus de 80 heures par semaine, il n'y a plus un métier dans lequel c'est possible. Donc en partant de ce constat, on s'est dit comment on peut faire. Les agriculteurs nous ont aidés dans ce sens-là. Ils ont dit aujourd'hui, et on en a parlé aujourd'hui, c'est le sujet de l'après-midi, il existe de la tech en agriculture. Mais finalement, moi quand je suis agriculteur au milieu de ma ferme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la tech en agriculture? Moi je me lève le matin, jusqu'au soir j'ai plein de problématiques, j'ai plein d'emmerdes si vous me passez l'expression. Comment je peux arriver à les résoudre? Comment je peux trouver les bons outils qui vont répondre à mes problématiques, dans mon cas particulier, dans mon exploitation? Si je regarde un peu ce qui se passe autour de moi, j'ai sur le marché français simplement 600 boîtes qui travaillent dans l'agtech. 185 OAD, donc ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Et ça, je vous parle uniquement du marché français. Donc comment, moi, agriculteur, dans ma ferme, je vais pouvoir trouver le bon outil en France ou à l'international qui résout ma problématique? Et en fait, c'est ce qu'on fait chez Ipsum. Ipsum, on va aider les agriculteurs à choisir, à installer, on va les former, on va leur apprendre à utiliser l'outil et on va les accompagner au quotidien pour leur permettre de valoriser la data. Et l'idée, c'est vraiment de manière indépendante de les aider à trouver le bon outil qui correspond à leurs problématiques sans contrepartie, c'est-à-dire qu'on travaille de manière complètement indépendante. On va tout simplement aller nous chercher le bon outil, la bonne solution pour résoudre la problématique de l'agriculteur. Et puis, comme ils sont très demandeurs, parce que contrairement à ce qu'on croit, les agriculteurs, ils sont très friands de tech, c'est une des populations les plus connectées. Donc, on va aussi, et c'est ce qu'ils demandent, les accompagner au quotidien, parce que c'est bien d'avoir un outil tech sur son exploitation, mais si on ne sait pas l'utiliser et qu'il reste dans un carton, effectivement, ça ne sert à rien. Et donc du coup cette démarche, nous elle est très simple. Pour accompagner l'agriculteur du coup vers la start-up, elle se fait en 3 étapes. On va venir identifier, c'est-à-dire on va venir chez l'agriculteur, réaliser un diagnostic. Avec ce diagnostic, on va donc du coup identifier ses problématiques, ses besoins, mais les besoins réels, pas les besoins de l'agriculture en général, les besoins de l'exploitation en elle-même et de l'agriculteur, où est-ce qu'il veut aller, quelles sont ses envies. De cette problématique, du coup, on va venir insérer des outils personnalisés qui vont répondre à la problématique. On va aller chercher en France ou à l'international le meilleur outil technologique qui existe. Et ça, pour une conséquence très simple, c'est soit pour aller augmenter ses revenus, soit pour aller baisser ses charges, soit pour réduire ou automatiser sa charge de travail.
On va venir aussi accompagner les startups vers les agriculteurs, justement pour pouvoir améliorer le développement des produits et rendre les outils technologiques de nos partenaires beaucoup plus précis et beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et c'est là vraiment la raison d'être d'Ipsum. On est vraiment ce lien entre les agriculteurs et la technologie. Donc pour conclure rapidement, puisqu'on a dépassé un peu le chrono, je suis désolé Jean-Baptiste, dans le cadre du Co-Farming Tour, on réserve aux agriculteurs qui sont présents ici et aux agriculteurs qui sont sur les réseaux sociaux une petite remise sur le diagnostic qu'on fait, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous en parler, ou à nous contacter. On a oublié de se présenter. C'est vrai. Je suis désolé, on est tellement passionnés qu'on en a oublié de se présenter. Donc je vous présente Emar Dabzak, le président fondateur de Ipsum, et moi-même, du coup, Virgile Gruhl, son jeune associé. Merci. Ça marche. Merci. Merci, présentation originale. Façon tarte tatin, on fait à l'envers. Bon alors Jean-Michel, je vous laisserai dire le nom du produit parce que... Jean-Michel, quoi, j'ai retenu. Pareil, un petit coup de gel. Okay. Et puis vous fristouillez votre micro. Hein. Okay. Voilà. J'entends des commentaires qui ne sont pas peut-être pas appropriés. Jean-Michel, c'est à vous le micro. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Carlier, donc je suis venu vous présenter mon dispositif, le Clean Bucket System. Donc le Clean Bucket System, c'est un dispositif destiné à laver les seaux pour les veaux laitiers, en élevage laitier, les seaux qui servent à l'allaitement. En fait, le projet est né d'une double problématique. Les seaux utilisés pour les veaux sont vecteurs de contamination de tout ce qui est virus, bactéries, cryptosporidie, et ça entraîne de la morbidité, de la mortalité. La perte moyenne, à peu près 4 à 5 000 euros par élevage et par an. Deuxième problématique, c'est la peine de l'éleveur. Laver des seaux matin et soir, c'est un travail qui est pénible, fastidieux et pas intéressant. Donc l'idée, ça a été de créer une machine qui sert, c'est un automate qui sert à nettoyer les seaux. Il travaille sur le principe de l'eau sous pression, hein, de l'eau chaude sous pression avec des détergents végétaux et une désinfection aux UV. Un objectif, laver un seau toutes les 20 secondes. Et même toutes les 15 secondes. Donc le principe de ce matériel-là, donc on ne le retrouve pas dans la nature. Aujourd'hui, il y a peu de solutions. Les éleveurs font le travail à la main et finalement, les résultats sont moyens. Alors mon parcours, donc depuis 2 ans, on met au point le premier prototype et on a intégré Euratech donc cet hiver pour le batch 15. Ça nous a permis d'avancer sur le projet. Donc on a déposé un brevet français, on va déposer un brevet européen en mois de juillet. Et on participe donc à des concours et en lien avec le SPACE, donc à Rennes, également le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Donc l'idée, c'est de participer donc à ces salons à l'automne et de pouvoir tester notre marché. Parce qu'en fait, sont des salons professionnels qui reçoivent plus de 80 000 visiteurs, beaucoup de Français, mais également pas mal d'étrangers, et surtout des gens qui sont vraiment en lien direct avec notre projet. Donc l'objectif pour l'instant, c'est de tester le marché grandeur nature avec un produit donc fini. On prépare notre deuxième prototype. On vient donc d'avoir le FRI qui nous aide donc à concrétiser notre projet. L'automne, donc, pour présenter au niveau des salons et créer la société, et ensuite donc de développer. Alors, parlant de développement, il y a à peu près 26 millions de vaches laitières en Europe. Sur 26 millions de vaches laitières, on vise 0,5% du marché. Ça représente à peu près 200 machines à peu près en croisière par an, donc dans le cadre de notre développement. Alors le principe de disposer donc d'un pack qui va comporter donc notre machine, possibilité d'un chauffe-eau, d'un compresseur et puis d'un système de séchage pour les seaux. Et donc ce pack, on envisage de le distribuer, donc de travailler en B2B avec les éleveurs et de travailler également avec une société qui va nous aider à faire un développement du produit au niveau européen.
Alors voilà, donc on a des objectifs qui sont donc à préciser, qui vont surtout, je pense, se décanter dans le cadre des salons et puis des concours, puisqu'on a participé également à des concours d'innovation. Voilà donc mon projet de Clean Bucket System. Merci de votre attention. Merci à vous. Ouais, on a glissé un peu sur la fin, mais on est bien. Mais je pense avec la réouverture des bars et tout, là, pour désinfecter massivement tous les shops de bière, ça devrait y aller. Là. Ouais, en fait, pour l'instant, c'est des seaux, mais après, ça peut être autre chose. Ah bah voilà. Extension du marché, très bien. Camille. Voilà. Ah bah non, ils sont deux en fait. C'est pareil, je voudrais pas écorcher le nom de la boîte, donc je reste sur Camille. Même exercice que je ne commande plus, puisqu'il y a des réflexions dans l'assemblée. Bon, vous êtes chaud? Allez, si c'est go alors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un événement spécial pour deux choses. C'est la première fois que moi et Camille on pitch à deux. Et on va vous présenter une petite surprise. Donc Camille, pour ton grand pitch, ton premier grand pitch, je laisse la voix. Donc comme vous l'aurez deviné, moi c'est Camille et c'est un mystère pour personne. Du coup, je suis venue vous présenter Tomorrow. Mais avant de vous expliquer tout ça tout plus en détail, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce que monter sa boîte, c'est sympa, mais savoir pourquoi, ça peut être utile. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'aider à mieux nourrir demain. Et comme toute start-up à impact, je suis contractuellement obligée par mon associé de commencer avec des chiffres qui font peur. Les chiffres qui font peur, les voici. L'humanité devra produire plus de nourriture dans les 40 prochaines années que durant les 10 000 dernières. On a donc du boulot. Il va donc falloir produire plus, mais surtout gaspiller moins. Puisqu'aujourd'hui, plus de 30% des produits frais sont gaspillés. Et ça peut monter encore plus haut pour certaines gammes de produits, comme par exemple les aromates, où parfois, par point de vente, on peut jeter jusqu'à 70% des produits. Donc c'est comme si vous 10, vous étiez producteur d'aromates, et que sur vous 10, 7 d'entre vous ont jeté votre production à la poubelle. Donc c'est quand même un beau gâchis. Et donc, nous, aujourd'hui, on vient vous proposer une solution à ça, puisque les consommateurs se sont rendus compte de ce souci et ils ont de nouvelles exigences aujourd'hui. Ils veulent du frais, du local, mais toujours de l'abordable. Pas compliqué, hein. Donc, les grandes surfaces se sont rendus compte de ce souci, mais ils souhaitent prendre ce virage à 180 degrés, mais ils ont du mal aujourd'hui. Et donc, nous, on vient vous apporter notre solution. Et si vous pouviez cueillir directement vos produits frais dans votre magasin préféré. C'est ce qu'on vous propose avec nos fermes connectées. Produire plus, plus vite, mais surtout produire 100% local, puisque ça pousse dans votre supermarché. Vous n'avez donc pas à changer vos habitudes. Et vous n'avez plus qu'à tendre la main pour cueillir. Alors, comment ça marche aujourd'hui ? Attention, effets spéciaux. Jérémy a tout donné sur les effets spéciaux. Donc voici notre première Smart Farm en avant-première. Donc on y retrouve à l'intérieur nos aromates qui sont en train de s'épanouir et que vous pourrez bientôt retrouver en magasin. Vous pourrez aller jeter un œil après si vous voulez. Donc dedans on y retrouve pour le moment du basilic, du persil et de la menthe. Bientôt d'autres aromates et peut-être demain des fruits et légumes. Ces Smart Farms, on voudrait les installer plutôt en zone urbaine, puisque si vous êtes à la campagne et que vous avez un producteur au bout de votre rue, eh ben profitez-en, allez-y. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Du coup, au niveau aussi de l'agriculture, un des soucis aujourd'hui, ça peut être la rentabilité. C'est une problématique qui est souvent rencontrée. Nous, aujourd'hui, pour pallier à ça, pour avoir un modèle économique viable, ce qu'on propose, c'est de louer nos Smart Farms. Donc, on loue les Smart Farms et on vend les produits, donc les aromates qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais aussi nos services. Mais au final, est-ce que les Smart Farms, ça marche vraiment ? Oui, aujourd'hui, le marché explose, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Asie du Sud-Est et enfin en Europe. Et notamment, on a deux concurrents au niveau de l'Europe qui sont danois et allemands et qui sont aujourd'hui très forts sur la technologie. Malheureusement, ils peinent à se déployer puisqu'ils ont du mal, ils ne sont pas assez rapides pour le déploiement. C'est là que nous, on veut se différencier, proposer une solution différente, pouvoir se développer beaucoup plus rapidement avec un modèle en aéroponie qui nous permet de nous installer directement dans les supermarchés et les restaurants sans avoir à faire de travaux.
Donc ça permet de se déployer beaucoup plus rapidement. Et cette Smart Farm, dont Jérémy est très fier, malheureusement ne va pas pouvoir rester dans son garage éperdument. Elle va devoir partir à la conquête de nouveaux marchés. Donc aujourd'hui, nos marchés, c'est les hypermarchés haut de gamme, c'est aussi les magasins de proximité et les magasins bio. Ça représente pas moins de 33 664 points de vente, rien qu'en France. Et donc, on a encore d'autres marchés à conquérir par la suite ailleurs et aussi au niveau des restaurateurs. Pour ça, on a deux profils qui sont complémentaires. Donc, Jérémy est ingénieur généraliste et c'est donc lui qui a inventé du coup la Smart Farm et qui l'a réalisée, qui est aujourd'hui autonome et totalement fonctionnelle. Et moi-même, donc ingénieur en agriculture et en marketing, donc spécialisé en marketing communication. En plus de ça, donc, on a Théophile qui a rejoint l'équipe au niveau de la tech. Et en plus de nos trois profils, donc Théophile, on aura bientôt plein d'autres rebelles à nos côtés pour un seul objectif, une seule ambition, pouvoir avoir le plus grand réseau, le premier réseau de fermes connectées au monde. Et du coup, avec 650 points de vente équipés en 2023, et donc 1,7% du marché, ce qui nous laisse encore plein d'opportunités. Mais nous, on y croit et surtout, on croit en toi. Et on a besoin de toi aujourd'hui pour que tu viennes rejoindre la Rébellion Verte et que tu viennes nous suivre et t'abonner à notre page. Donc c'est Tomorrow. Merci. Ouais, on peut l'applaudir 2 fois parce que c'est le premier pitch. Et Thierry, tu penseras à prendre du persil parce que pour ce soir, c'est les moules frites. Donc pour mettre un peu dans le... J'ai pris du vin. Bon, alors les prochains, c'est Christina et son compère. Ou pas? Si. Non, vous voulez pas être à 2? Si. Non. Je veux pas un problème ce soir. Hein. Si vous voulez pitcher à 2, vous pitchez à 2. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Il est timide. Ah, mais il va falloir... Oh. Ah là là, comme dans les mariages, il y en a un qui prend le prétexte des photos pour pas être embêté. Bon, Christina, c'est ça? C'est bien ça, oui. Vends-nous du rêve. T'as 3 minutes. Alors bonjour à tous. Bonjour Thierry. Ah, Hello. Bonjour le co-farming et bonjour Willems. Donc je m'appelle Christina Markovic, je travaille pour une société qui s'appelle Alvi. Et donc nous, on bosse sur la question de l'optimisation des doses phyto en fonction des conditions d'application. Et donc pour ça, en fait, on est simplement parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les produits phyto, ils sont nécessaires à la survie de nos plantes. Sans quoi, plus de 50% des plantes seraient en proie à des maladies et du coup ne pourraient pas survivre. Mais ces mêmes produits phyto, qui aujourd'hui sont censés nous garantir cette protection, sont la cause d'une externalité négative qui est aujourd'hui irréversible et qui cause près de 200 milliards d'euros chaque année. Et en fait, il y a vraiment un enjeu pour trouver un équilibre entre justement cette question écologique de préservation de la planète et cette question de productivité pour continuer à nourrir la population humaine. Donc, nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette éco-transition là, maintenant, tout de suite. Et donc, cette question d'optimisation phyto nous est venue. On a donc créé notre premier produit qui s'appelle Igo, qui est un assistant de pulvérisation, qu'on appelle un OAA chez nous, un outil d'aide à l'application. Il fonctionne sur les produits phyto et sur les produits de biocontrôle. L'objectif, c'est une application smartphone qui vous permet justement de sélectionner vos créneaux et du coup de vous calculer les doses optimales en fonction de ces conditions d'application. Et également un capteur que vous allez embarquer sur votre pulvérisateur qui fonctionne à aimant et qui est géolocalisé et qui va justement remonter les données en temps réel au sein de votre parcelle pour les amener dans l'application smartphone et corriger et améliorer les modèles prédictifs. Le but, c'est d'apprendre et de comprendre des habitudes de l'agriculteur et des spécificités de sa ferme pour vraiment coller au contexte local. Ce qu'on note en termes de résultats, c'est on peut aller jusqu'à 40% de réduction sur les doses et en moyenne 20-25% sur tout type d'application. Donc 2 ans, voilà le capteur. 2 ans, c'est ce qu'il nous a fallu en termes de recherche et développement pour arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, on a équipé près de 300 agriculteurs. 3 coopératives nous font confiance depuis le début. Et plus d'une quinzaine d'autres coopératives et négoces sont en contrat de prédistribution en pilote payant avec nous. Donc je suis super heureuse de pouvoir vous annoncer ces résultats-là. Mais ce n'est que la première étape.
parce que demain, on aimerait justement accélérer cette éco-transition avec d'autres marchés, comme celui du choix des semences, du biocontrôle ou encore de l'agroassurance. Merci. Merci. Parfait, merci. Je crois que nous enchaînons avec des startups du co-farming. Et c'est Monsieur Chemin des Murs. Où est-ce qu'il se situe? Il est là. Chemin des Murs, tout un programme. Tu nous expliques ce que ça veut dire tout ça? Je vois que tu as retenu la leçon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je vais la faire court pour rattraper le temps du coup qu'on a bien dépassé. Mais fais ça bien, fais ça bien. Nous, le Chemin des Murs, tout simplement, on veut être le logisticien des producteurs en circuit local et en circuit court. Dans le circuit court, et les producteurs qui vendent dans le circuit local, en général, ils ont à leur propre charge le transport. Ce qui fait qu'ils font avec leur propre camion, ça leur prend du temps, c'est à moitié vide à l'aller, c'est complètement vide au retour. Et puis normalement, c'est pas censé être leur boulot. Donc nous, on s'est proposé de rééquilibrer la compétitivité, on va dire, entre les produits conventionnels et les produits qui sont en circuit court. En rétablissant cet équilibre logistique, en se disant nous on a développé une solution qui est adaptée au circuit court et aux produits locaux. Comment ça se présente en fait? Aujourd'hui, on commercialise avec les territoires, c'est-à-dire les collectivités locales, les régions, les départements, les grosses agglomérations, et on fait un diagnostic de leur territoire et on applique une infrastructure logistique sur mesure, qui permet de mutualiser le transport de chacun, donc en faisant passer des camions dédiés à ce transport ou en faisant faire du covoiturage de produits entre les agriculteurs. Ça, on calcule les routes avec nos algos et notre technologie, et c'est pour ça qu'on est incubé aussi par Aura Technologies. Voilà, si c'est assez clair, sinon je vous propose d'en parler juste après. Merci. Ça marche. Merci, tu as été super efficace. C'est très sympa, merci. Monsieur Farmleap, Monsieur Anaël. Et je crois qu'après on peut être bon. Peut-être que... Qui ça? OKP4. Ah bah oui, Marine. Je l'ai vu passer. Tic, tic, tic. Voilà. Non mais attends, on va déjà faire passer petit Anaël parce qu'il est prêt. Attends, puis après c'est OKP4. Comme ça fera moins petit. Allez. T'as 3 minutes, je vérifie parce que c'est bien. Mets ton chrono parce que j'ai plus de batterie. Ah non, mais j'ai pas besoin du chrono, on va faire ça. Bonjour à tous, moi c'est Anaël Bibard, président de Farmleap et accessoirement cofondateur du co-farming. Donc ravi de se retrouver ici parce qu'on est déjà venu ici il y a quelques temps. Donc Farmleap, qu'est-ce qu'on fait? On répond à une des problématiques fortes de l'agriculture qui est qu'aujourd'hui on pilote en regardant au rétro nos actions de demain. Quand on choisit notre assolement, on se base sur notre rentabilité économique qu'on a de disponible dans la compta, c'est-à-dire souvent la récolte anté-précédente. Et l'autre problématique qu'ont les agriculteurs, c'est de profiter des opportunités qu'ils ont, qui sont nombreuses, répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi les opportunités carbone qu'on voit apparaître et qui aujourd'hui sont difficiles à saisir au sein des filières pour valoriser ça de manière collective. Alors comment ça se passe? On a créé une plateforme web qui se place à la suite des logiciels qu'ils utilisent, Geofolias, MacFarmer, Telepack, pour pouvoir valoriser ces données, les mettre en commun au service de la triple performance technique, économique et environnementale. Un exemple, on utilise nos solutions dans les filières McDonald's France ou les filières Pink Lady Europe pour faciliter le partage de données, tout simplement pour créer des filières éco-conçues. Alors éco-conçues, ça veut dire quoi? Des filières à haute valeur environnementale, par exemple, HVE, ou des filières label bas carbone ou crédits carbone internationaux. Autre exemple, on a une coopérative dans le sud-ouest, Val de Gascogne, qui a déployé nos solutions pour faciliter le calcul des seuils de commercialisation et simuler les décisions futures qu'on va prendre, c'est-à-dire est-ce que si je mets un peu plus de poids et que je change ça, ou si je mets un peu moins de maïs, ou si j'irrigue mon blé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais gagner plus ou est-ce que je vais gagner moins? Déjà, pouvoir le calculer, simuler l'impact de ces décisions. Donc, pour résumer, Farmleap, c'est une plateforme qui permet, et une équipe qui permet aux filières de digitaliser des processus complexes pour mettre en œuvre de manière collective avec les agriculteurs des solutions qui les aident sur la performance technique
économique et environnementale. Merci. On voit le gars qui a fait 154 pitchs l'année dernière. Et Marine. Hop, tu mets un petit peu de gel. Puis tu t'occupes de ton micro. Bonjour à tous. Donc je suis Marine de Champ-Guillaume, chef de produit chez OKP4. OKP4, on travaille sur la valorisation des données, mais surtout des connaissances. C'est des connaissances donc, qui vont permettre de prendre des actions pour avancer. Donc le principe d'OKP4, c'est de créer des écosystèmes de partage de données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de big data en agriculture, mais finalement, les données, elles restent en silo chez les différents acteurs des filières. Elles ne sont pas partagées. Or, les filières, elles sont très interdépendantes. Et donc, les données ont besoin de circuler tout au long de la filière pour créer des indicateurs valorisables par l'ensemble de la filière et répondre aux différents enjeux de la filière, les enjeux de transition agroécologique notamment et climatique. L'idée d'OKP4, c'est de créer ces écosystèmes de partage de données en jouant sur 2 leviers. Le premier, c'est l'incitation à partager ces données en rétribuant chaque contributeur à la création de connaissances. Donc concrètement, on va suivre le chemin de chaque donnée qui va rentrer dans un indicateur pour pouvoir partager la valeur générée entre tous les contributeurs. Par exemple, si un fournisseur de données météo va partager ses données, il sera rétribué à hauteur de sa contribution. Le deuxième pilier, c'est aussi la gestion des consentements pour pouvoir que chaque acteur gère son consentement et que ce consentement suive la donnée tout au long des traitements de données. Concrètement, aujourd'hui, on travaille justement avec FarmLeap sur un cas d'usage qui s'appelle Crop, qui va permettre de croiser différentes sources de données, notamment des données météo, des données satellites, des données de pratiques culturales et des données open source, pour pouvoir offrir l'opportunité aux coopératives d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale des territoires. Grâce à OKP4, tous les contributeurs de données vont être rétribués à hauteur de leur contribution. Merci. Économie de pile. Est-ce que, monsieur Carnot, est-ce que tu veux intervenir? On en profite ou pas? Ouais. Bon, c'est une petite boîte qui marche, mais bon, tout le monde la connaît peut-être pas. C'était pas prévu, mais je me dis c'est dommage de pas te proposer. C'est pareil. Mets un petit coup de gel. Ouais. Et puis pareil. Toi, t'es un bon en 2 minutes. Tu dois arriver à tout placer. Je vais parler vite alors. Eh ben, bonjour à vous, je suis Alexandre Cuelier, je suis le cofondateur de Carnot. Donc c'est une startup qui a démarré en 2017. Moi je viens du monde du produit et de l'IT et je suis associé avec Antoine qui est agriculteur. Et en fait on a démarré le projet du coup sur un truc qui est hyper simple, c'est que le suivi de matériel agricole est extrêmement compliqué. Il coûte extrêmement cher le matériel. Beaucoup d'agriculteurs partagent le matériel à plusieurs et aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour savoir qui a utilisé le matériel, combien de temps et comment on se répartit ensemble le matériel. C'était la problématique de mon associé. Et aujourd'hui, le seul moyen, le seul support pour suivre un matériel, on va prendre un carnet papier, aussi basique que c'est, avec un stylo. On va noter je suis Monsieur Dupont, j'ai pris le matériel de telle heure à telle heure. Et tout se fait 100% de manière déclarative et manuelle avec évidemment une source d'erreur qui arrive. Ce qu'on veut faire, nous, chez Carnot, et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a développé une solution de suivi de flotte de matériel. Donc, on a des capteurs qu'on met sur le matériel et on a une suite logicielle qui permet de suivre de manière totalement automatique où est le matériel via du GPS, qui utilise le matériel, dans quelle parcelle il a été, combien de temps, combien de surface. Et on est capable de fournir à nos clients de manière 100% automatique des rapports d'usage sur un matériel à 150 000 €, une batteuse à 250 000 €. On est capable de les aider, les accompagner à répartir ces charges de mécanisation qui, rappelons-le, c'est le premier poste
de dépenses pour les agriculteurs, c'est ce qui leur coûte le plus cher. Et donc on va les aider à suivre ce premier poste de dépense comme tout chef d'entreprise, ce qui était des thématiques de tout à l'heure. Donc on a quelques chiffres, on a plus de 1500 clients aujourd'hui en France, on est présent en Belgique, Suisse, Québec, et donc on fait de l'agricole et viticole, et donc on suit plusieurs maintenant milliers de matériels aujourd'hui, et on est 45 maintenant aujourd'hui dans l'entreprise, et donc on avance pas à pas, et pour reprendre des thématiques de tout à l'heure, c'est un projet qui se construit en allant, et on découvre des clients qui veulent faire de plus en plus de choses sur suivi de matériel, d'organisation. C'est un vrai sujet et qu'on continue de creuser. Et, plus on avance, plus on se rend compte qu'on est une petite brique et il y a énormément de choses à faire demain, et on essaye pour nos clients et nos clients de demain d'apporter un maximum de valeur, et on voit qu'il y a encore énormément à faire. Et donc on a un long chemin devant nous pour aider ces personnes-là à suivre leur poste de dépense et aider à les piloter pour gagner en rentabilité. On sait que c'est un véritable sujet. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, alors pour la dernière start-up, j'appelle Jean-Baptiste, ça tombe bien, c'est moi. Donc la dernière start-up, c'est Wheezy Farm. Alors Wheezy Farm, nous, l'objectif, c'est, vous savez, quand vous faites de la randonnée, des fois on a des cailloux dans la chaussure, il y en a qui font pas très mal, puis il y en a qui font très très mal. Et en fait, l'idée, c'est de travailler là-dessus, se dire, l'agriculteur entrepreneur, quels sont les cailloux qui font très très mal et qui l'empêchent d'avancer par rapport aux changements et aux pratiques qu'il est en train de mettre en œuvre sur son exploitation et pour les filières. Il y a 3 sujets sur lesquels on travaille. L'emploi. Aujourd'hui, il manque 70 000 postes non pourvus en agriculture. On embauche 1 million de saisonniers tous les ans, pour moitié des travailleurs étrangers. On pense que, déjà, la pyramide des âges fait qu'on aura besoin de recruter de plus en plus. Et puis, nous, on pense gentiment que, après avoir eu un regard environnemental sur l'agriculture, il y aura peut-être demain un peu plus un regard social. Il sera difficile de défendre encore très longtemps le fait de dire, les gars, allez, achetez nos produits, venez pas voir comment ça se produit. Si, je vous dis quand même que ça se produit, c'est bien. Par contre, avec les gens qui sont dedans, venez pas regarder. Enfin, il y a des secteurs pour lesquels ça commence déjà, dans ce monde qui se RSEise, à être un peu pointé du doigt. Donc on s'est dit, il faut qu'on apporte une réponse par rapport à ça, parce que d'un côté, les agriculteurs ont du mal à entreprendre et peut-être peuvent baisser les bras sur des projets. Et de l'autre côté, on a une chance incroyable. Il y a plein de gens qui s'intéressent à l'agriculture, et il y a en plus plein de gens qui ne savent pas que l'agriculture, c'est formidable. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire matcher tel mythique facilement des gens qui viennent travailler dans l'agriculture, peu importe leur profil, et puis éventuellement mettre de la formation justement pour les aider à être compatibles avec les agriculteurs. Premier point, l'emploi. Et c'est un sujet presque de société en plus que d'être d'agriculteurs, parce que dans nos territoires, on a besoin de gens qui gagnent de l'argent et qui réinvestissent leur économie sur le territoire. Deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est les circuits courts. Il y a une grosse attente sociétale sur les circuits courts, c'est génial, c'est des projets pour les agriculteurs, c'est super. Par contre, quand on tire les rideaux, quand on connaît le sujet, eh bien, c'est pas normal d'encourager les agriculteurs à faire 70 heures semaine, et pourtant, il y en a qui sont encore au SMIC. Parce qu'en fait, il faut les aider à simplifier tout le back-office, à les aider à trouver d'autres opportunités pour que tout le travail qu'ils mènent dans les circuits courts, ils aillent chercher le plus de valeur possible. Et donc, c'est un ensemble de solutions que l'on fait sur cette thématique-là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et un dernier sujet aussi, l'organisation du travail. Parce que cet agriculteur entrepreneur qui embauche du personnel, qui fait des circuits courts, je peux vous dire que sa journée est bien chargée. Et donc, là aussi, on travaille avec des petits outils très très simples à l'aider à optimiser les échanges avec du personnel ou avec d'autres personnes sur son entreprise. On fait quelque chose qui ressemble un tout petit peu à ce qui a été présenté avant, mais pour les entreprises qui n'ont pas besoin de suivre tout automatiquement. Voilà, ça c'est tout ce que l'on fait chez Wheezy Farm. C'est pas toujours facile à expliquer parce qu'on fait plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est que notre vocation, c'est vraiment d'aider les agriculteurs à être plus performants, et surtout dans ce monde qui est en train de changer, de se dire que la société attend plein de choses de l'agriculture, et ben essayons aussi d'apporter des réponses pour mieux interconnecter les attentes de la société et le quotidien de ces fameux agriculteurs. Voilà. Merci à vous. La session de pitch est terminée. À moins que Thierry, tu veuilles pitcher, non ? Je sais déjà pas comment. Non, rien de spécial à dire, si ce n'est qu'on est très content que vous ayez tenu jusque-là. Franchement, bravo, parce que sous le soleil, vous êtes restés aussi nombreux qu'au départ. Donc bravo à vous. Eux, ils étaient à l'ombre, c'est nous qui étions sur le soleil. Ouais, mais bon, tant pis, c'est nous qui sommes à la lumière et eux restent dans l'ombre. Donc voilà, on a aussi les avantages. Ah, Thierry, vous êtes jaloux du coup, hein. Qui est-ce qui vient pitcher du coup maintenant ?
Bon, non mais merci, merci surtout à l'accueil qu'on a eu de par la commune, de par la MEL, de par Euratech. J'ai oublié qui parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Personne, purée, nickel, d'un seul coup. Lisa. Lisa, Les oui, étudiants. bien sûr. Eh oui. Lisa, on l'aime beaucoup, Lisa. Et on ne sait toujours pas s'ils sont rassurés à venir travailler ou pas dans les startups. On peut en parler après, hein, quand même. Moi aussi, je recrute, d'ailleurs, en fait. Ils vont signer les contrats. En tout cas, on espère qu'on a essayé de répondre aussi. On vous a ouvert un petit peu des idées à tout le monde. C'était le but aussi, c'est le but de notre tour, c'est d'élargir les idées, de faire découvrir, de partager. Hein. C'est le principal. Et puis voilà. On va pouvoir clôturer. Ok. On a un petit moment d'échange. C'est-à-dire que là, les startups qui sont passées, ça peut être le moment aussi d'échanger. On a encore un petit peu de temps avant de remballer. Un tout petit peu de temps. Et puis c'est le moment aussi, si tu veux, dédicacer des livres. Moi, j'en profite. À chaque fois, c'est moi qui fais ta promo, quoi. C'est dingue. Mais c'est bien. C'est pour ça que j'ai travaillé avec toi. C'est parce que tu le fais mieux que moi. Ça marche. En tout cas, merci à vous pour votre participation et très bonne fin de journée et bientôt week-end d'ailleurs. Bientôt week-end.